Bienvenue au Mundaneum. Désolé pour le petit retard, mais visiblement il y a des soucis de mobilité ou comment dire, d'accès entre Bruxelles et Mons. Donc voilà, on a voulu attendre un maximum pour qu'on puisse tous commencer dès le début et que tout le monde puisse bénéficier effectivement de la présentation in extenso. Donc je me présente, je suis Delphine Genard, directrice adjointe du Mundaneum. Et alors, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir et de lancer les Mundaneum Factories for Open Tokenomics, qui est un sujet très nouveau et aussi la démarche dans laquelle on va instituer finalement ces ateliers autour desquels John aura le temps ici aujourd'hui de faire une introduction. Alors, j'aime toujours bien de dire aux personnes qui arrivent au Mundaneum pour la première fois que vous entrez finalement dans cette grande base de données d'informations historiques. On l'appelle souvent le Wikipédia avant la lettre, le Google de papier, le web avant le web. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire bienvenue au Mundaneum, Fab Lab des connaissances, puisque finalement, quand on y réfléchit, ses fondateurs, Hotley et Lafontaine, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire finalement quand ils se sont rencontrés à la fin du 19e siècle? C'était vraiment d'adresser la problématique de la croissance de l'information en répondant avec un outil finalement d'un genre nouveau qui allait, selon eux, pouvoir régler ce problème quelque part d'organisation de l'information étant confronté à cette croissance exponentielle de l'édition, de la publication scientifique. Et donc finalement, ils ont vraiment mis, comme aujourd'hui on aime bien utiliser cette expression, les mains dans le cambouis, et ils ont créé finalement leur espace et leur projet propre, le Mundaneum, qui aujourd'hui finalement accueille cette initiative et cette proposition qui nous a été soufflée par John de fabrique. Donc finalement, on passe d'un domaine finalement de la gestion de l'information à une initiative de mise en fabrique et de production. Alors, c'est un beau symbole aussi, c'est un beau message qu'on envoie cette année, puisque plus singulièrement, ça fait 20 ans que le Mundaneum a ouvert ses portes sur cette scénographie signée Françoise Keuten et Benoît Peters au cœur de Mons. Et donc, il était intéressant pour nous de passer à une vitesse supérieure, ou en tout cas à une nouvelle dimension, puisque ça fait quelques années que le Mundaneum assume finalement une mission d'information, de sensibilisation aux enjeux du numérique, avec une programmation événementielle dédiée au numérique et à la société. Donc finalement, on a installé finalement un label au fil de ces programmations où on étudie le numérique avec ces petites lunettes des sciences humaines, et de voir en quoi le numérique impacte la société et comment, au cœur de l'espace culturel, on peut aborder ces problématiques et inviter tout un chacun à participer au débat citoyen. Alors les 20 ans, finalement, ça correspond aussi quelque part, alors sans vouloir faire de parallèle, quoique je peux le faire aujourd'hui, parce que comme on parle de Google de papier, 98 c'est aussi la création de Google, mais c'est surtout finalement la percolation. Il aura fallu peut-être 20 ans pour que tout un chacun se sente vraiment pétri de cette culture du numérique. Il aura fallu l'avènement du mobile, il aura fallu l'avènement du web 2.0, et aujourd'hui on est tous quelque part, sans s'en rendre compte, vraiment cultivé numériquement parlant, et le Mundaneum tend à aller dans ce sens-là et à passer justement dans le domaine de la fabrique avec John Robert à nos côtés. Alors finalement, c'est l'exposition que nous présentons actuellement qui s'appelle Top Secret, un monde à décrypter, qui est une exposition dédiée à la cryptographie, à l'histoire des codes secrets, à la cybersécurité, à la cybersurveillance, aussi à tous ces enjeux. Et on évoque également la monnaie. Eh bien, c'est au départ de cette exposition que nous a été soufflée l'idée d'aborder la question des crypto-monnaies, la question des alternatives aux crypto-monnaies. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une publication dans le Trends Tendance, en tout cas sur le site web du Trends, où Gilles Quastio, qui est un journaliste qui a commencé un Bitcoin Challenge il y a quelques semaines, est passé par le Mundaneum et interviewait le commissaire de l'exposition, Jean-Jacques Cusquater, qui est aussi cryptologue, et qui disait finalement, le Bitcoin, non, c'est pas la monnaie du futur. Et ici, on s'est dit, voilà, ça c'est une belle manière de nous mettre le pied à l'étrier, de dire finalement, il existe des alternatives, et si la tokenomics c'était quelque part la voie du futur et la voie à suivre, en tout cas, nous sommes ravis de pouvoir l'accueillir ici au cœur de l'espace culturel, ce qui implique qu'on va pouvoir finalement donner la
la voix aux citoyens, pouvoir s'adresser aux citoyens et de se dire finalement que c'est une nouvelle discipline qui est amenée à être aussi pensée par les citoyens pour les citoyens en mode open, en mode collaboratif, en mode partage de la connaissance. Et c'est vraiment là qu'on fait le lien avec l'héritage que nous abritons ici au Mundaneum. Donc vraiment un grand bienvenue à tous encore une fois. Et je passe tout de suite la parole à John Robert, le commissaire donc, des Mundaneum Factories for Open Tokenomics. Merci de votre attention et bonne soirée. Bonjour à tous. Donc, on va ici aborder un sujet un peu difficile. Difficile pas par sa complexité, mais difficile par sa nouveauté et qu'il nous va demander de penser un petit peu en dehors de la boîte, comme on dit. On a tous l'habitude de gérer l'argent et pourtant on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, le fait de rentrer aussi avec une offre dans l'économie tokenisée, ça nous challenge un petit peu de penser, mais qu'est-ce qu'on pratique avec l'argent? Alors, je vais commencer par une remarque qui a fait bruit, justement, de Lagarde, au Fonds monétaire international, justement, qui dit en 2040, vraisemblablement, le système financier qu'on connaît sera complètement changé. Alors, c'est une parole assez choc pour quelqu'un qui est à la présidence, à la direction du FMI. Et elle parle Brave New World, faisant référence à Shakespeare. Donc c'est quelque chose à la fois qui peut faire peur. Que va-t-il devenir de mes économies? Pour ceux qui en ont moins, le fait que le pouvoir de l'argent, le roi argent, puisse être challengé, ça soulève des espoirs. Et donc pour approcher ça sans être dans la passion des peurs et des espoirs, il y a bien sûr des phénomènes sociaux qui ont fait parler et des évolutions technologiques qui ont fait dire cette parole. Mais elle n'est pas neuve. Bien sûr, la parole de Lagarde est mise en évidence en 2017, mais en 2015, par exemple, des analystes qui analysaient l'évolution du digital, du numérique, de la façon de fabriquer de l'économie, les business models, de Airbnb à Uber, les carrières des gens, comment ça impacte le travail des gens, font remarquer aussi que le plus grand changement sans doute à venir, c'est usurper le système financier actuel avec des Commons DeFi Currencies. Rien à voir avec le Bitcoin, justement. Comme disait Jean-Jacques Wisquater, la monnaie de l'avenir n'est pas le Bitcoin. Je pense qu'après l'exposé ici que je donnerai, vous comprendrez pourquoi. Donc je vais, pour aider finalement à comprendre ce qui se passe, je vais faire une approche par la connaissance, pas par au départ les espoirs que ça peut soulever, pas par les phénomènes qu'on peut observer sociétaux dans les transformations des pratiques, mais que se passe-t-il? Et pour ça, il faut mieux comprendre comment l'argent nous connecte. Et donc nous vivons dans un monde connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'argent nous connecte? Comment les entreprises nous connectent? Comment la tokenisation nous connecte? Ça n'a rien à voir avec des valeurs morales, c'est purement topologique. Et ça a un grand impact sur nos possibles. Donc, on va se mettre dans le champ de la connaissance commune. Et la première chose qu'on va en fait analyser, mais c'est qu'est-ce que c'est qu'un coin? On vous parle du Bitcoin, des crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que c'est le coin quand on oublie que c'est un objet physique? C'est ça qui est important, puisque quand on est dans le monde digital, au lieu d'avoir des entités qui sont des corps physiques, on a des entités qui sont logiquement définies. Donc c'est complètement différent des possibles du corps physique, et ça ouvre des voies importantes. Mais pour comprendre le changement, il faut d'abord recueillir le concept de coin. Alors, historiquement, on a fait du commerce avec des haricots, du métal, du papier, du crypto. Et pour vous aider, on va encapsuler le concept par un cercle. Voici un coin conceptuel. Alors, quel premier rôle on lui a donné à ce coin? Bien, au départ, si on troque, et c'est très important, on fait un échange main à main. Si j'échange des haricots contre du maïs, on est tous les deux des troqueurs. Quel est le rôle que va jouer le coin? Eh bien, il va vouloir être un objet universel pour tout échange. Donc, il va vous supprimer l'objet physique. Et il faut qu'il fasse le poids de tout objet pour échanger. Comment on obtient cette abstraction? Eh bien, assez naturellement, par l'abstraction de masse. Que vaut un objet ce qu'il pèse? Et donc, cette abstraction de masse, elle va se retrouver dans le vocabulaire monétaire. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour un système métrique avec une masse? Une unité, vous pesez, vous avez une valeur. C'est ce que vous allez retrouver dans un coin. La valeur de masse, c'est votre valeur monétaire.
l'unité monétaire, l'unité de masse, et vous allez mesurer, vous allez avoir une valeur. Donc il faut bien s'imaginer que chaque fois qu'on utilise de la monnaie, on est dans l'imaginaire de la masse, une métrique de masse. Ça pose un gros problème déjà. Une masse est invariante au cours du temps. Or, l'économie, aujourd'hui, on émet par de la dette. Ça veut dire on émet de la valeur temps. Ce n'est pas dans le concept. Donc, vous avez besoin immanquablement. L'investissement, c'est quelque chose qui va demander du temps. Ce n'est pas dedans. Donc, vous allez tout de suite avoir toute une série d'outils financiers additionnels que vous ne savez pas remplir avec un coin. Donc ça, c'est vraiment important de voir cet aspect tout à fait élémentaire. Donc, si on regarde maintenant, ça c'est peut-être un peu... Si vous échangez, quand vous avez cet objet de masse, si vous échangez le coin, je vais revenir un peu en arrière sur le slideshow, qu'est-ce que c'est que finalement payer? C'est troquer avec un coin. Ça fait une petite différence. C'est quand il y en a un qui possède l'objet universel et l'autre l'objet d'échange. Tandis que dans le troc, si j'ai des maïs et si j'ai des haricots et des maïs, ils jouent un rôle symétrique. Dès le moment où vous avez de l'argent dans le poste, vous êtes acheteur ou vendeur. Donc la relation de symétrie entre les personnes est brisée. C'est un impact immense sur la façon dont nous sommes connectés. Je suis revenu à... Imaginons que vous avez des gens qui sont en relation avec des objets. Relation d'avoir. Si on troque, on peut troquer du maïs contre des haricots, etc. Il y a des objets privilégiés pour troquer. Ce sont les objets divisibles. Si j'ai un sac de grains, je peux le diviser. Un sac de grains d'une qualité, c'est le même qu'un sac de grains d'une autre qualité. C'est la même chose quand j'ai un billet de 10 euros. Si je vous donne un billet de 10 euros, vous pouvez mettre 10. On peut le diviser en deux. Ça s'appelle la fongibilité. Donc le coin, il est fongible. Donc les objets de troc fongibles sont privilégiés aussi dans le troc. Mais l'objet qui est la monnaie, c'est très différent. Puisqu'il est objet universel, il peut se troquer contre tous les autres objets. Donc topologiquement, l'argent occupe une position bien particulière. C'est l'objet initial et terminal qui donne accès à tous les autres objets. Donc on pourrait dire aux gens ne courez pas vers l'argent, mais structurellement, vous ne savez pas faire autrement. Donc ce n'est pas un problème moral, c'est un problème structurel. Donc, si vous jetez votre désir sur un objet, vous pouvez l'échanger avec de l'argent. Est-ce que vous allez jeter votre désir sur la feuille que j'ai mis là dans la slide? Vous voyez, cet objet-là, il était particulier. Il n'avait pas de propriétaire. Eh bien, en général, non. On ne désire que ce qui est déjà en relation de propriété avec autrui. Un objet éclaté du réel, sans relation d'avoir, n'est pas objet de désir, ce sont les externalités économiques. Vous ne désirez pas l'air. Il n'est possédé par personne. Il faut attendre que l'air soit pollué pour qu'on s'en préoccupe. Il faut étouffer pour qu'on commence à se préoccuper de l'air. Pourquoi? Il n'est pas d'objet de désir, il n'est pas en relation d'avoir à autrui. Donc il ne fait pas l'objet du désir. Pour ceux qui sont peut-être instruits de ça dans la salle, en fait c'est ce qu'on appelle le désir triangulaire. C'est René Girard qui a mis ça en évidence. Tout désir est triangulaire. Alors le problème de l'argent, c'est que soit vous êtes dans un troc et il y a une effervescence du désir sur tous les objets, puisque tout objet peut être valeur d'échange. Si vous avez une société avec de l'argent qui émerge, tous les désirs vont vers l'argent. Puisque c'est l'objet universel pour échanger avec tous les autres. Donc il va monopoliser tous les désirs. Et ça renforce terriblement le désir triangulaire. Pas la peine de prêter des valeurs morales à l'homme pour ça, c'est structurel aussi. C'est purement structurel, ça. Donc, certains diront, on ne sait pas faire autrement pour organiser une société, de canaliser les désirs sur un seul objet. Sinon, ce serait le chaos et l'anarchie des désirs sur tous les autres objets. Évidemment, le fait d'avoir un objet universel, c'est un rôle régulateur. Sans prendre ma boule de cristal, je peux dire, qu'est-ce que quelqu'un fait? Sans me tromper, il est occupé à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez cet objet en position initiale et terminale. Pas parce qu'il est cupide, c'est la case obligée pour accéder aux ressources. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, sociologiquement, sur les sites web, on réinstaure des échanges de services sans argent. On veut se dégager de cette position. Alors, quelles sont les opérations qu'introduit un coin? Une fois que vous avez fait un objet universel, il faut mettre un prix. Ah oui, vous ne voulez pas juste échanger le maïs contre... C'est une opération qui fait une science. Quand il faut valuer par un prix une richesse, un service, ce n'est pas facile. Donc, par ailleurs, il y a quelque chose de plus fondamental. Une fois que vous avez mis l'objet en position initiale pour l'échange, en position universelle, bien...
vous avez un contrat implicite. Pour libérer l'accès au service, vous n'allez plus troquer, il faut payer. Donc payer devient le contrat d'accès au service. Je travaillais parfois avec des Roumains, tout ça, des gens où il y a encore une culture agraire très forte. Ils vont au bois, ils vont chercher du bois, ils vont chercher de l'eau. Donc l'accès aux ressources ne passe pas spécialement par l'argent. Quand ils arrivent travailler ici, ils sont complètement étonnés. Pourquoi pour boire un verre d'eau, je dois payer? Ils sont étonnés que tout passe par l'argent. Ils sont étonnés de ça. Donc on ne s'en rend plus compte puisque nous vivons dedans, mais donc il faut bien réaliser que payer, eh bien, c'est en fait une forme contractuelle pour libérer l'accès aux services. C'est un format contractuel. La tokenisation va revisiter tout ça, c'est très important. Donc ici, on n'a pas de verbe en français pour dire mettre un prix, mais en anglais, pricing. Le paiement et le pricing sont deux formes de contrat implicites à la topologie et à la position universelle de l'argent. Alors, une autre chose à introduire pour comprendre la tokenisation. Donc, le Bitcoin n'échappe pas à ça. Le Bitcoin, il est un cash coin. On l'émet bien sûr collectivement sur un protocole blindé. Pourquoi? Qu'est-ce qui change dans un monde connecté? C'est que les distances sont abolies. Et donc le facteur agrégateur entre les personnes, ce n'est plus le territoire, mais le temps. Ça, c'est très important. Ce qui nous agrège, c'est le temps. C'est comme ça que vous voyez sur Facebook la timeline. Puisque la localisation n'est que secondaire. La connexion réduit les distances. Et l'argent aussi, comme il est sur cette technique de connexion, l'argent n'est plus transporté dans des fourgons. Donc avant, les banques avaient pour première fonction déposer l'argent dans les banques. C'est elles qui se chargent du transport, coffre blindé, fourgon blindé. J'ai une lettre de change à la place, je sécurise mon argent. Aujourd'hui, c'est fini. L'argent, on ne met pas dans des fourgons. Il fonctionne sur des protocoles. Ce qu'on demande, c'est de blinder le protocole. Blinder le protocole, ça pose un tout autre problème que blinder le fourgon. Donc ça c'est vraiment ça le blockchain, c'est d'amener des nouvelles formes de blindage. Donc vous voyez, passer de l'aspect territorial à l'aspect abolition des distances, ben, ça ruine complètement la raison première des banques. Bien sûr, après, elles ont rendu d'autres services. Émission de l'argent avec l'État, émission par... faut mettre plus de jetons dans le jeu, émission par dette. Donc ici, je vais prendre deuxième métrique. Première métrique, donc le coin est une métrique de masse. Même un bitcoin reste une métrique de masse, même si on les met collectivement par un jeu en compétition sur un protocole. Ça reste une métrique qui s'inspire de la masse. Tandis que si, et ça c'est bon pour l'échange main à main, n'oubliez pas que le Bitcoin aussi, on l'a fait, pourquoi? Imiter la confiance qu'on a dans le main à main. Vous me donnez l'argent dans une main, je vous donne le service dans l'autre main. Quand je suis en ligne, on est anonyme, je n'ai pas cette confiance. Si je dois appeler un tiers assureur pour des petites transactions, c'est hors de prix. Donc le protocole blockchain, il a été inventé pour faire du cash, imiter le cash en ligne. Quand je n'ai pas la proximité géographique de la personne avec qui j'échange. C'est pour ça que c'est fort lié à la question de l'anonymat. Hein, la blockchain est liée à l'anonymat puisqu'elle est justement comment je vais exercer de la confiance quand je ne connais pas la personne avec qui j'échange. Et que ça ne me coûte pas plus cher que de prendre une assurance que les 5 € que je vais dépenser, bien sûr. Donc cet échange main à main est très fondamental. Mais si vous vous associez, il ne s'agit pas de faire un échange main à main. Ça, vous êtes dans le temps marchand, de services que vous pouvez déjà échanger. Mais si vous êtes dans le temps de l'investissement, il s'agit de travailler à plusieurs mains. Il s'agit de mettre plusieurs mains en coopération au travail. Ce n'est pas les mêmes outils pour ça. S'il faut mettre plusieurs mains au travail, ben on a les actions. Là, je vous montre un titre au porteur qui a après été sorti du marché. Mais ça illustre bien la chose, c'est comme un billet. Évidemment, on n'est pas allé avec votre titre au porteur acheter un pain. Avec un token, vous allez pouvoir le faire, justement. Vous allez pouvoir acheter un pain avec un titre au porteur. C'est ça toute la différence. Donc, comment comprendre ce que c'est que la différence entre une action? Eh bien, si vous voulez faire une société, vous allez faire un contrat, vous allez choisir une unité, et vous allez faire un gâteau avec un certain nombre de parts. Et vous dites, je vais émettre 100 actions, comme vous avez vu sur le titre, là c'était 200 actions pour une compagnie qui fabrique du vin. Et vous allez donner une valeur à cette action. Et vous inscrivez dans le temps. Des gens vont venir et apporter du capital à la société. Du capital par propriété intellectuelle, par monnaie, en espèces, en nature, un terrain ou quoi. Ils vont recevoir une part. Donc ça va vous faire ici un contrat entre les investisseurs. Là, c'est très différent.
on n'est plus dans le concept de masse. Comme je dis souvent, on n'est plus dans ce modèle-ci que je vous ai montré. On est dans un autre modèle. On prend une unité, il y a un tout, et on le divise en un certain nombre de parts. Tous les share equity sont des parts. Donc c'est une autre logique. Si vous travaillez à 10 mains, vous ne travaillez pas avec de la masse. Vous allez travailler avec une métrique de partage, une métrique de part. Donc ça, c'est assez fondamental. Donc vous voyez là, il y a deux métriques très importantes qui sont à la base de notre économie. Les opérations, évidemment, quand j'ai un compte cash, j'ai deux opérations, payer et afficher un prix. Si je fais des parts, j'ai d'abord, il faut définir une unité, une part IBM, vous avez le type, c'est le nom de la société, une part de la société X, Y, vous allez donner un type, il y aura un nombre total de parts, il y aura une valeur nominale à la part, elles vont être distribuées entre les actionnaires, et les actionnaires vont devoir libérer la richesse qu'ils sont supposés apporter pour acquérir la part. Ils ne sont pas obligés de le faire tout de suite. Donc vous allez devoir... Donc ça, c'est assez important. Donc, les parts, si on peut... Comment on travaille avec les parts? On peut toujours en acheter. Vous pouvez venir avec de l'argent. Donc ça reste toujours une entité économique qui peut s'échanger avec du coin, mais vous pouvez aussi faire du troc. Ah oui, les capitalistes font du troc. Vous pouvez prendre 2 IBM contre 4 Microsoft. Il faut un taux de change entre eux. Mais quand une société achète une autre, elle peut échanger part contre part avec un taux qui n'a rien à voir même avec le taux monétaire sur les marchés publics. Le taux transcrit en coût monétaire sur les marchés, bien au contraire. C'est le coût sur les marchés qui va s'adapter à la transaction entre les rachats des sociétés. Donc vous avez là une richesse qui est directement échangeable et vous allez avoir un cours Donc aussi, c'est un peu plus riche qu'une monnaie, puisque attaché à une action, vous avez des droits de vote, vous avez peut-être une convention entre les actionnaires qui vous empêche de les échanger comme vous voulez. Vous ne pouvez pas revendre, etc. On ne peut pas changer d'associé. Et il y a aussi des droits de dividendes associés aux parts qui sont assez fondamentaux, qui vont vous permettre, après votre investissement, si vous faites une société, vous allez avoir un projet pour la société, les gens sont rentrés dedans et associés. Donc vous voyez, il y a tous des contrats. Contrat pour la société, contrat pour les investisseurs, contrat du projet. La société se développe, contrat, elle acquiert des ressources, contrat avec des employés, des fournisseurs, contrat avec les fournisseurs, dépense de l'argent, le capital fond. Le capital fond pendant une bonne période. Donc vous êtes dans le temps de l'investissement, pas le temps marchand. Le capital n'arrête pas de fondre. Il va fondre. On essaie de réaliser le projet. Si le projet progresse, à un moment donné, on va avoir un service à offrir sur le marché. On rentre dans le monde marchand. À ce moment-là, vous allez avoir des clients, de l'argent va rentrer, et à un moment, on espère qu'il rentrera assez d'argent pour arriver à ce qu'on appelle le break-even, que l'argent qui sort est égal au moins à l'argent qui rentre, les coûts de production. Et à ce moment-là, on peut penser aussi à distribuer un dividende aux actionnaires, aux ceux qui avaient justement ces parts. Et ce dividende, il recevra peut-être après un trimestre une certaine quantité décidée par le Conseil, l'Assemblée générale, etc., etc. Et donc vous avez là une structure très différente. Regardez ceci, vous avez une structure, vous avez un type d'émission qui a émis les parts, la société, qui émet l'argent, soit le collectif dans Bitcoin, soit un État. Ici, c'est la société. Un token, c'est ça. Qui émet un token dans une ICO token? L'organisation. Et le token, il a une structure de dividende. Évidemment, si ça ressemble à un actionnariat, il ramasse des problèmes légaux. Vous auriez dû aller en bourse pour faire ça. Ce n'est pas légal. Okay? S'ils le font publiquement, bien sûr, publiquement. Donc les ICO entrent souvent en conflit. Mais remarquez que les droits qui sont ici, si vous faites une abstraction, vous avez juste une distribution de droits au cours du temps. Si vous louez, c'est ça. Vous allez devoir payer votre... Donc le propriétaire va recevoir un token dont ses droits, c'est de recevoir un loyer tous les mois. Est-ce que c'est de l'actionnariat, ça? Non. Toujours la même structure. Si vous avez un prêt, vous allez donner les tokens au prêteur qui vont vous lui donner le droit de vous réclamer la mensualité. Toujours la même structure. Donc c'est ça tout le problème. Les gens qui font des ICO, ils déposent un white paper. Et suivant l'ontologie qu'il y a dedans, mais qu'est-ce que tu fais avec ces droits? Alors, ah non, ça, c'est du dividende. Ah non, ça, c'est un droit de licence sur software. Évidemment, je ne vous dis pas la subtilité de voir dans quelle catégorie économique on va ranger les droits. Donc c'est là tout le problème des ICO.
C'est qu'aussi, est-ce qu'il fait de l'émission d'actions publiques ou est-ce que c'est les droits qu'il donne à travers son token sont d'une autre nature? Donc c'est tout le problème dans les ICO. Mais ce qui est intéressant, voilà qu'on fait circuler dans des jetons, pas une masse, mais des droits. On fait circuler dans des jetons des droits. Vous introduisez aussi la structure de temps. C'est très important. Le cash-coin n'est plus qu'un cas particulier. C'est un droit immédiat. Vous voyez ici dans la société, il y avait tout le temps de le faire à zéro. Un cash-coin, c'est quoi? C'est une array où il y a un seul terme, exécutable immédiatement. Donc faire un échange cash n'est qu'un cas particulier du token. Alors le token est intéressant puisque je vous dis, vous ne savez pas faire de l'économie avec de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des actions. Parce que vous n'encapsulez pas le temps. Donc vous ne savez pas gérer la valeur temps avec de la monnaie. C'est pour ça que vous avez les taux d'intérêt, tous les autres produits. Tandis que dans un token, vous avez l'inscription de la temporalité dans le jeton qui circule. Donc, vous voyez la ressemblance, on passe d'une valuation à un nombre qui imite la masse à une valuation quantitative d'une suite de nombres. On passe d'un type monétaire, donc c'est ça l'encapsulation du temps, et on passe du type monétaire à un type. Donc des tokens, maintenant vous voyez les tokens, il y a des ICO, ça monte exponentiellement. Comptez le nombre de sociétés qu'il y a dans le monde, le nombre de sociétés qu'il y a en bourse, si on tokenise l'économie, il n'y aura plus de tokens encore, puisque ça va faciliter l'association. Donc vous aurez plus de types de tokens qu'il n'y a de sociétés dans le monde. Alors bien sûr, la mathématique derrière tout ça, c'est de l'ordinateur. Donc vous voyez, le concept de tokenisation, de tokeniser les assets, est excessivement à nouveau une forme d'introduction de liquidité, de fluidité de la richesse. Et aussi un concept d'unification. Dans un seul instrument, vous pouvez être investisseur, un usager, je ne dirais pas un client parce que ça va changer profondément, ou un fournisseur de services. Je vous montrerai que dans chaque échange, vous pourrez être comptabilisé dans les 3 rôles, à chaque échange. Pourquoi? Puisque ça, on le verra un peu plus tard, nos portefeuilles ne seront plus des opérations qui perdent les gens, comme dans le monde marchand. Je vous ai dit, dans le monde marchand, c'est du main à main. Dans le monde associatif, c'est un travail à plusieurs mains. Donc ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes outils. Ça, c'est vraiment important. Donc la tokenisation, c'est ça, c'est l'unification, comment on peut économiquement faire circuler de la valeur sur des jetons. On unifie la valeur marchande et la valeur d'investissement. Donc ça c'est. Donc on va rentrer. Donc l'idée c'est ça, c'est de fusionner le titre au porteur et les cash-monnaies. Évidemment, le titre au porteur, on le voit en dividende, mais je vous ai montré qu'une array de droits, c'est pour tout, pour les prêts, pour les locations, pour tout, plus des nouveaux services qu'on doit imaginer. Parce que dès le moment où vous tokenisez les assets, ça vous donne des tas d'autres façons d'être propriétaire. Des tas d'autres façons d'être propriétaire que pour posséder un objet. C'est le service qu'on tokenise, le service. Donc ça, c'est assez important. Alors on va aller plus en détail. On peut se poser la même chose. Je vous ai montré comment l'argent, comme cash, connecte les gens, comme un objet universel. Et ça fait une structure qui surenchérit le désir triangulaire, qui n'a rien d'un problème moral. Je vous montre aussi comment la métrique distributive connecte aussi les associés dans une entreprise. Ceci dit, on pourrait aller un peu plus loin et de voir comment une entreprise connecte les gens. Donc, rappel ici, on voit le dessin, comment les gens étaient connectés par l'argent, supprimons le désir triangulaire vers l'argent. Et regardons le problème, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, c'est des gens qui s'associent. Et ça donne quoi? Une personne morale. Donc une personne morale, très important. Pourquoi vous avez besoin d'une personne morale? Et parce que vous ne pouvez pas échanger contre 10 000 personnes dans un monde marchand. Donc si je viens avec mon argent, comment je pourrais payer aux 10 000 personnes qui ont travaillé pour faire ma voiture? Je vais acheter contre une entreprise ma voiture. Donc ça, c'est un problème de circulation. Tandis que dans le monde des protocoles, ce n'est pas un problème qu'un jeton sort de mon portefeuille et soit donné à 10 000 personnes. Ça ne pose aucun problème technique, ça. Physiquement, oui, hier c'était impossible, ça. Ici, je devrais déjà vous donner 2 € à chacun. On va y passer une demi-heure.
Donc ça, c'est vraiment important. Donc cette structure-là, elle a été dictée historiquement à cause que nous sommes dans un monde d'objets qui a ses limites, il faut les transporter, les véhiculer, et ces objets, ça donnait forcément des contraintes aux structures associatives qu'on pouvait faire, qui n'existent plus. Ces contraintes n'existent plus. Donc, ça a un grand impact, puisque, regardez, comme je ne savais pas comptabiliser l'association au complet, je faisais des entreprises, que je leur donnais un statut moral de personne, et quand je suis en monde marchand de l'entreprise, je m'adresse à la personne morale entreprise. Que se passe-t-il du côté des services? L'entreprise, elle va fabriquer quelque chose, elle va associer des services pour faire un nouveau service à valeur ajoutée. Est-ce que comment cela est lié à l'acte comptable? Les insiders dans l'entreprise, ils ont des actions. Donc, est-ce que je garde encore, quand je investis dans nos entreprises, ce qu'elles fabriquent? Non, ça n'a pas d'importance. L'acte comptable est complètement découplé de comment on fabrique et quoi on fabrique. Il est complètement découplé. Donc, vous n'avez pas de terme comptable, il n'y a aucun terme comptable pour l'association des services, pour l'investisseur. C'est ça qui vous fait carrément la différence entre le monde financier et l'économie réelle. Et oui, il y a un découplage total entre l'économie réelle, qui est en réalité, il faut fabriquer les services, et le monde comptable, et l'émission de l'argent et les actions. On n'aurait pas pu faire autrement jusqu'ici, en raison de la réalité matérielle des moyens utilisés. On ne va pas blâmer ça. Si on n'avait pas de société, on n'aurait pas d'association de personnes. Mais on voit les limites de ça. On voit les limites. Donc, soit vous échangez avec de l'argent et sur les actions, vous devenez un actionnaire, et ça pose tous les rôles. Soit vous allez échanger les services que vend et vous êtes un client, soit vous travaillez pour l'entreprise et vous êtes un fournisseur ou un employé. Et donc cette structure dépose toutes les classes sociales autour d'elle. Donc toutes les classes sociales sont organisées autour de l'outil. Il faut bien comprendre combien l'outil positionne l'homme et façonne l'homme. Il ne faut pas croire que c'est une idéologie, le capitalisme. Ce sont les outils qui créent les classes. Si vous allez dans la tokenomie, vous n'aurez pas ces trois classes à terme. Les trois classes disparaissent, pas pour des raisons morales, qu'on se serait battu contre le capitalisme, qu'on aurait fait du communisme. Pour des raisons comptables, ces classes disparaissent. Je vous montrerai. Donc, je répète, aucun terme, ça c'est très important, il n'y a pas de terme comptable pour la coopération des services. C'est bien pour ça aussi que les sociétés sont en position de compétition. Ce n'est pas parce que l'homme serait un prédateur et veut manger son voisin, mais c'est qu'il n'y a pas de contrat coopératif. Sur le marché, je peux faire une société coopérative, mais je suis dans l'entreprise. Sur le marché, il n'y a pas d'outil pour la coopération. Il n'y a pas de marché de coopération, puisqu'on n'a pas d'outil pour ça. Donc, je veux dire, une certaine violence économique naît de l'absence de contrat, et non d'un contrat naturel qu'on aurait tous en nous dans les gènes de prédateurs. Ça naît structurellement d'une absence de contrat, qu'on n'aurait pas pu donner avec les moyens physiques. Donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est que comprendre un marché coopératif? Mais si vous avez, pour faire un service, un nouveau service, il faut les associer. Et donc, qu'est-ce qu'une association de services? C'est un peu plus subtil, c'est une association de dépendance entre les services. Vous voyez les flèches? Ce sont des dépendances. Pour faire une tasse de café, j'ai besoin, je ne sais pas, du sucre, de l'eau, du café, pour faire la tasse de café. Il y a une dépendance entre les services à fournir et le service produit. Ça, c'est typique en informatique, la dépendance des services. Donc, une organisation, c'est fondamentalement une association, formellement, c'est une association de dépendance entre services. Donc, ces services, bien sûr, ils peuvent se scinder, j'allais dire en anglais splitter, mais se scinder, on peut fourcher, on peut en ajouter. Alors c'est quelque chose ça qui est familier au monde de l'informatique. Si vous prenez GitHub, ou si vous voyez même Ethereum, on vous dit il va fourcher, il va faire un hard fork, etc. Mais c'est déjà dans le monde économique aussi pour les gens qui travaillent dans les tokenomies. C'est-à-dire que les opérations qui vous permettent d'associer les services, d'en ajouter, de scinder les entreprises, de fusionner, sont généralement des opérations exceptionnelles dans le monde entrepreneurial. Elles vont devenir des opérations ordinaires dans un monde ouvert. Vous n'avez pas besoin de fermer l'entreprise et en faire une personne morale. Ça veut dire que la valeur organisationnelle n'est plus encapsulée dans l'entreprise, mais passe en commons.
Et ça, pas pour des raisons morales qu'il faut partager, pour des raisons structurelles, de moyens comptables. Donc les moyens comptables de la tokenomics vous permettent de faire passer la valeur organisationnelle en commons et non en privé, ni en public. Parce que ces commons seront sur un marché coopératif. Donc c'est ni du privé, ni du public. Rien à voir. Rien à voir. C'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va immanquablement, enfin qui existe de manière embryonnaire, à l'essai, mais qui va immanquablement émerger. Donc si nous voyons une entreprise ici, c'est une association de services, elle a un nom, mais elle est ouverte. C'est important aussi. Qui va, comme c'est comme dans, je ne sais pas, on répare des vélos dans la rue où j'habite à Bruxelles, c'est des gens qui s'associent, il y a un gars qui amène les rustines, l'autre le vélo, et ce n'est pas toujours les mêmes. Mais il y a là un lieu dit où on se rencontre tous les mardis pour réparer les vélos. Et ce n'est pas le même, il n'y a pas un chef, il n'y a pas une structure pyramidale, et cette entité organisationnelle fonctionne de manière ouverte. Il y a juste un point de rendez-vous. Alors là, c'est un cas extrême. Ils monnaient comme ils veulent, ce n'est pas tokenisé, mais c'est un exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'une organisation ouverte. Une organisation ouverte, c'est quelque chose où on participe sur base volontaire. Ça ne veut pas dire que ça sera gratuit, mais il faut mesurer votre contribution. Gratuit n'a un sens que quand on dispose d'une comptabilité. Hein. Ne prend sens qu'au sein d'une comptabilité. Donc regardez ici, si vous associez des services, vous allez retrouver la métrique distributive, mais plus sur les actionnaires, sur les services. C'est ça le commons. Tout à l'heure, vous aviez une métrique distributive pour les propriétaires. Ici, vous avez la métrique distributive sur les services, ce qui est très différent. C'est comme ça que ça peut devenir un commons. Donc vous allez retrouver la métrique distributive, un certain nombre de parts, et des parts distribuées sur les services. Donc vous avez un typage. Vous avez un typage des organisations. L'algorithmique peut le faire. On n'aurait pas su le faire à la main, à l'écriture, dans un acte comptable. Impossible. Trop fastidieux. Donc ce typage de l'association des services, seul un ordinateur peut vous le faire. Pour vous montrer qu'est-ce que ça change de disposer de la puissance de calcul. Ça change les paradigmes. Ça ne vous permet pas de faire automatiquement le calcul du comptable qu'il faisait à la main. Ça vous change complètement la façon de compter. Ça, c'est très important. Donc si quelqu'un rend un service sur base volontaire, c'est pour ça que j'ai mis un cœur, eh bien, seront émis des tokens par dépendance. Donc, ces tokens, ils vont dans un portefeuille. Bien sûr, comme ce sont des entités digitales, j'ai mis un smartphone. Si quelqu'un vient consommer le service ici, bah, il peut avoir un portefeuille traditionnel, c'est une formule hybride, il peut payer en fiat currency, en dollars. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va faire l'échange en un temps donné. Donc, les tokens mobilisés par ce service qui a contribué, ben, les tokens vont automatiquement, vos droits vont être automatiquement activés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir, suite au temps de l'échange, un rang qui va permettre de dire quel droit dans la série est activé. Le droit est activé et va directement tomber dans le portefeuille des contributeurs, la partie qui lui revient, c'est-à-dire le ratio dans la métrique distributive, le pourcentage du droit, de la somme échangée, va tomber directement dans le portefeuille. Il faut dire, quand vous êtes dans un processus ouvert comme ça, la notion de profit n'existe pas. Pour avoir du profit, et que cette clé de performance signifie quelque chose, sur un commons ouvert, vous n'avez pas de frontière. Pour calculer du profit, il faut du in et du out et faire la différence. Mais il n'y a pas de in-out ici, il n'y a que du flux. Puisque la frontière dynamique des services, est dynamique. Alors si vous pourriez tenter, dans un temps T, il y avait autant de gens, donc il y a eu autant qui est rentré, on pourrait un jour tenter de calculer en termes de profit, mais c'est un indicateur qui sera faible pour votre économie. C'est un indicateur qui va être faible. C'est pour voir tout ce qu'on véhicule mentalement et qu'on jette des valeurs morales, profit, c'est pas bien, je vais faire une ASBL, une non-profit, etc. Vous changez les catégories comptables et ces valeurs morales disparaissent. Ces valeurs morales sont liées à un outil. Liées à un outil. Changez l'outil et on ne voit pas, on va les définir. Donc c'est très important de sentir l'enjeu. Donc, alors où on en est? Ça c'était pour vraiment l'aspect connaissance. Je voulais vous faire sentir au plus près des choses et pas sur des idées morales, mais comment un cash-coin nous connecte, comment les associés sont connectés, comment une entreprise nous connecte et comment, si on est dans une tokenisation ouverte, comment la frontière de l'entreprise tombe et ça va vous permettre d'ouvrir un marché coopératif.
C'est pour ça qu'on met CO trait d'union, sans valeur morale. On peut coopérer pour tuer son voisin. Hein, je veux dire, c'est le même marché. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de valeur morale là-dedans, c'est structurel, mais évidemment, on espère, je fais quand même pas d'hypothèse sur l'humain, mais on espère que si on libère la facilité aux personnes de s'associer, on pense que la vie bonne circulera davantage. On fait quand même un contrat optimiste. On voit bien quand on a ouvert Wikipédia à des constructions collaboratives, il y avait les pessimistes qui disaient le vandalisme va triompher et on ne fera rien, et on a vu que ce n'est pas le vandalisme qui triomphe. C'est constructif. Ce qu'on a montré aussi, c'est qu'avec le Bitcoin, même si le Bitcoin ne va pas continuer, il a montré que les gens sont capables de changer de croyance. Ils peuvent quitter la croyance dans l'argent, bien que c'est encore une ruée vers l'or, on a embarqué quand même un petit peu du vieux monde avec, mais c'est quand même un changement. On espère encore faire une valeur refuge comme l'or, donc on revient avec des vieux schèmes. Mais il y a quand même eu l'audace de changer. Et ça marche. Donc là, c'est une preuve à minima qu'il y a une maturité sociale de dépasser le dieu argent, comme le wiki a fait. Donc, si on regarde un petit peu maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des faits, après cette introduction par le biais de la connaissance, qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal? Les ICO, donc des tokens, comme je vous ai mis, avec des droits dedans, et pas des cash coins. Eh bien, il y en a, les monnaies cash, du moins dans le monde crypto, sont en perte de vitesse de marché. Elles n'occupent déjà plus que peut-être même moins que 60%. Donc l'argent investi sur les tokens dépasse largement les argents investis sur les bitcoins. Maintenant en taux. Donc les monnaies cash déclinent. Donc vous voyez, le bitcoin, il ne faut pas oublier, ici on parle de bitcoin, on voit le taux, ça fait la une des journaux, c'est une vieille histoire déjà. C'est dans le dos. On est déjà au token 2.0. Quand on va aller dans les ICO sommet en Suisse, etc., le problème, c'est le format du token. Ce n'est plus l'implémentation physique, ce n'est pas la blockchain. Quel format on va donner au token? Sur le plan juridique, quel statut on va donner à tout cela? Sur le plan de la gouvernance, puisque en ouvrant le problème à une société, à un entrepreneuriat ouvert, ben, vous avez ce qui se faisait comme, on dit decision making, la business intelligence, eh bien, il y aura un besoin collectif de business intelligence. Ce qu'il n'y a pas maintenant. La business intelligence se fait à l'intérieur de l'entreprise. Si vous travaillez en mode ouvert, la business intelligence, il faudra l'inventer. Donc, des choses sont expérimentales là-dessus. Donc, vous avez, je vous dis, il y a tellement déjà d'ICO aujourd'hui qu'il y a des sites qui font les listes pour les jeux qui voudraient investir, etc. Donc, ceci va plus vite que l'adresse email. Hein. Le développement dans le domaine des crypto-monnaies, c'est pour ça qu'on le compare au .com et à l'Internet. Mais cette fois-ci, c'est à l'Internet de la fabrique. Ce n'est pas pour échanger de l'information. C'est pour faire de l'économie. Donc, c'est un tout autre Internet. Alors, vous voyez, donc les ICO sont là. Il y a des gens, vous voyez, on a un peu échoué avec la bourse au CO2, ça n'a pas bien marché, mais maintenant qu'on peut tokeniser, on a des nouveaux moyens économiques. Des gens retentent de faire de la valeur écologique une valeur circulante, par tokenisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici des techniques, mais il faut bien penser que qu'est-ce qui fait valeur économique? Ben, d'abord, il faut un registre comptable, puisque s'il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas échanger. Donc, c'est le code qui va le faire, plus l'écriture. Et quelle valeur on va faire circuler dans le token? Mais les droits que vous mettez, c'est entièrement ouvert ce que vous faites circuler comme valeur. Hein. Donc, pourquoi pas faire de la valeur écologique? Donc, le fait d'ouvrir, il y a là un champ innovatif immense pour faire circuler de la valeur. Bon, d'autres choses plus pratiques, beaucoup de gens n'ont même pas de compte en banque ni rien, donc la tokenisation, comme elle va se faire par des mobiles, on a plus accès aujourd'hui à l'Internet par les mobiles, surtout si l'Internet c'est dans un monde défavorisé, c'est moins cher d'acheter un mobile, bien sûr, qu'un ordinateur. Eh bien, il y a des systèmes aujourd'hui qu'on va essayer de connecter à l'économie de manière inclusive, des gens qui n'ont pas accès au système bancaire. Ils sont bien plus nombreux que ceux qui ont accès. Donc, il y a plus de 2 milliards de gens qui n'ont pas accès à un compte en banque. Sans compter les facilités de crédit, là, on est quelques centaines de millions à les avoir, sur les 10 milliards de gens. Donc c'est pour ça aussi que la tokenomics, elle risque aussi de nous arriver par les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un pays aussi développé, un système bancaire aussi développé que les Américains et nous, les gens qui sont dans des pays qui vivent avec des systèmes beaucoup moins sécurisés, pour eux, c'est une option. Hein, c'est une véritable aubaine d'entrer dans une nouvelle économie.
Alors, des organisations ouvertes, ben, vous avez des expériences déjà. Donc, il y a Colony, ça c'est des Français qui ont mis ça, j'aime pas beaucoup puisque c'est basé sur la méritocratie, mais l'idée est la même, c'est que on va faire des organisations ouvertes. Chaque organisation y met son token. Et là, voilà ce qu'ils disent sur leur page. Être ouvert, ce n'est pas faire un plan Office ouvert ou travailler à de l'open adossé à une économie traditionnelle. Il dit clairement, ça concerne comment on prend les décisions, comment le travail est organisé, et toute la chaîne de contrôle sur ce processus. C'est ça que ça veut dire ouvert. C'est pas faire du code ouvert le dimanche, ou si je suis installé dans une université ou quoi, ou une académie, ou si j'ai du temps libre. Rien à voir avec ça. Hein, quand on parle d'open tokenomics, c'est ça. Hein, c'est ce qui est marqué ici. Bien que je n'aime pas cette solution, mais je l'ai prise parce que... Et on voit que ça percole. On avait Bowens qui est venu au Monaneum, et ça percole dans l'économie peer-to-peer. Donc au départ, c'est la ruée vers l'or, vers les bitcoins, les ICO, les gens pensent faire fortune en peu de temps, mais les outils laissés, maintenant, on se dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être une ICO dans le cas d'une peer-to-peer économie? Et vous voyez, le petit jeu de mots, thinking outside the block. On arrête de penser à la blockchain, on pense au format de l'argent. Le protocole, ce n'est pas la chose la plus importante au départ. Et donc, vous avez justement, ce que je vous parle du marché coopératif, j'avais écrit un essai en 2015, et maintenant, je vois le vocabulaire arriver sur le web. Open Cooperative Market, donc des sites qui s'appellent Open Coop. Et ils disent très bien, ce n'est pas une entreprise coopérative, ce n'est pas une plateforme coopérative. Ce n'est pas une entreprise coopérative. Comme on en a, ce n'est pas une plateforme. Donc, à la base de ça, il y a bien sûr, elle doit être démocratiquement possédée, contrôlée et bénéficiaire. La tokenisation, c'est cet objectif. C'est d'arriver à cet objectif. Donc, ça va de pair avec un Internet peer-to-peer. La blockchain n'est qu'un tout petit élément. Un Internet peer-to-peer, ce n'est pas l'Internet que vous connaissez, absorbé par les clouds, Facebook, etc. C'est un Internet où justement on reprend la propriété de ces données et la gouvernance de ces données. C'est important, puisque ce n'est pas une question de vie privée. Si vous êtes privé de vos données, vous êtes privé de la comptable. C'est comme déposer son argent à la banque et ne recevoir aucun extrait. Eh bien, quand vous irez le réclamer, on dira vous n'avez rien donné. Hein. Eh bien, c'est ça, le problème. Hein, le problème d'un Internet peer-to-peer, garder la gouvernance de ces données, si un acte comptable, qui n'est plus une écriture comptable, mais un code distributif dynamique, ça va immanquablement de pair avec les gens qui gardent la gouvernance de leurs données. Sinon, vous êtes privé de vos registres comptables. Si quelqu'un compte pour vous, rassurez-vous que ça ne sera pas spécialement votre bénéfice. Donc ça, c'est fondamental de comprendre ça. Donc, ici, vous avez Stack. Je vais encore prendre un petit quart d'heure. J'ai encore Stack. Blockstack, c'est une option, donc vous voyez fleurir aussi. Connecté au blockchain, des propositions nouvelles d'Internet peer-to-peer. C'est pour ça quand vous allez, j'étais en 2015 à Londres, à Ethereum, qui est une blockchain qui a fait les smart contracts, et ils disent, on va réparer Internet. La mouvance des crypto-monnaies va de pair avec changer Internet. Changer le protocole. On a fait un protocole pour la présentation, HTTP. On va faire des protocoles peer-to-peer pour connecter notre portefeuille et permettre aux gens de s'associer plus librement. C'est l'objectif qui parfois est détourné, comme a été détourné l'objectif de l'Internet initial. Hein. Mais vous avez d'autres projets, par exemple, je vais vous donner Holochain, avec qui j'étais en contact grâce à Eduardo ici. C'est une autre technique que la blockchain pour faire du peer-to-peer. Donc il n'y a pas que la blockchain pour faire du peer-to-peer. On lui reproche parfois sa consommation d'énergie, sa stratégie de mining en compétition. Ce n'est pas la seule solution. D'autres viennent sur le marché. Mais là-bas, c'est toujours la même chose. Vous voyez, en point 1, possédez vos données. Ce n'est pas une question de vie privée. Si vous ne possédez pas vos données, ça veut dire que vous laissez votre portefeuille aux autres. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un leitmotiv pour l'économie qui vient. Donc, un peer-to-peer Internet et une Open Tokenomics, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors, où on en est maintenant? Mais vous voyez, vous avez la blockchain qui a commencé avec le Bitcoin en 2008. Pour vous dire, c'est déjà une vieille histoire. 10 ans, c'est énorme dans le monde informatique. Hein, une page web, c'est 6 mois de vie. 10 ans, c'est l'éternité dans l'informatique. Donc, ça vous a mis des cash coins, comme on a expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait sur une blockchain? Elle peut être publique, privée. On émet sur la blockchain des coins de manière compétitive. D'accord? Ça, c'est assez important. Donc, l'État, bien sûr, est dépossédé de ce pouvoir de battre monnaie.
Il y en a plusieurs. Bien sûr, aujourd'hui, je vous ai mis quelques noms de référence. Il y a bien sûr la blockchain Bitcoin, mais il y a IBM avec ce qu'on appelle Hyperledger, qui est investi à fond. Microsoft aussi, qui a investi dans tout, lui, de toute façon. Et ensuite est venue une autre blockchain très importante qui est Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain où on s'est dit, une transaction financière, ce n'est qu'un cas d'exécution informatique. On va faire sur une technologie décentralisée, la blockchain, mais ça ne suffit pas, il n'y a pas que la blockchain. C'est pour ça que je vous ai dit Internet peer-to-peer. Si vous n'allez pas mettre toutes vos données dans la blockchain, il y aura des problèmes de mise à l'échelle, etc. Vous ne mettez que des clés, des choses qui vous permettent d'accéder, d'encrypter. Vous avez besoin d'une trace comptable, pas de tout. Mettez des hashcodes, des clés, etc. On ne va pas venir dans les détails. Mais vous n'allez pas mettre la quantité de données au complet dedans, ce n'est pas nécessaire. Ça serait trop coûteux. Donc vous mettez ce qui est nécessaire pour l'acte comptable. Et sa sécurité, et la garantie que vous pourrez authentifier ce que vous avez fait. Donc la comptabilité de vos contributions. Donc, au-dessus, ils ont fait un ordinateur distribué, avec un code qu'on appelle Solidity. On peut faire des smart contracts, et en fait, quand les gens émettent des tokens que vous voyez, eh bien, ils les programment dans des smart contracts. C'est Ethereum qui est aujourd'hui la plus grosse source des smart contracts, puisqu'il a fait cette plateforme d'ordinateurs distribués sur la blockchain. Ethereum derrière, croyez, c'est quand même un groupe de 10 banques. Donc bien sûr, on va détrôner le marché de la banque, mais bon, vous en faites pas, hein, les banques sont quand même... Alors qu'est-ce qu'elle veut une banque? Eh bien, on leur a donné l'argent pour le sécuriser. Après, ils ont développé des fonctions financières, bien sûr. Ils aimeraient bien vous rendre les données. Ils gardent les fonctions financières, ils vous rendent les données. Donc ils ne sont plus responsables de vos extraits de compte. Vous perdez votre clé, c'est votre problème. Et pourquoi ils veulent ça? C'est un grand problème démocratique. Parce qu'ils savent qu'avec le temps, il y a toujours plus avec la montre connectée, il y a toujours plus d'intelligence à l'extérieur d'un groupe qu'à l'intérieur. Donc ils ne vont pas pouvoir résister au hacking. Ils auront beau engager des experts pour sécuriser, il y aura toujours plus d'expertise à l'extérieur. Donc ils perdront dans le conflit, ils vont perdre dans le conflit du hacking. Ça, ils le savent. Donc ils sont intéressés de... Je ne vais pas prendre la responsabilité de sécuriser les données. À terme, je ne vais pas pouvoir faire ça. Et donc, voilà, nous sommes aujourd'hui dans ces tokens qui sont sur des smart contracts, les cash coins qui sont sur les blockchains, des ordinateurs distribués, tout universant sur l'Internet peer-to-peer, mais on est encore dans une proposition centralisée de décentralisation. Puisque Ethereum, il vous propose de faire un monde décentralisé, mais lui, il aura une fee systématique sur toutes les transactions payées en Ether. Vous payez la couche ici en gaz, et le gaz est en Ether, dans une unique monnaie qui n'est pas un token, qui est un cash coin. Donc il y en a déjà qui se plaignent que le gaz est cher. Évidemment, ça pouvait arriver comme ça. Au départ, on vous vend la marchandise comme le meilleur des mondes décentralisé, mais celui qui vous propose ça est centralisé. Vous ne pouvez vraiment arriver à une économie tokenisée quand vous payerez de manière distribuée cette infrastructure, qui ne s'appellera certainement pas Ethereum, en token aussi. Et donc quand vous aurez fusionné le token et le cash coin. Sinon, c'est de la vente centralisée de décentralisation. Donc c'est de la plateforme. Ce n'est pas un marché distribué, pas un marché décentralisé. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, quelques questions de tokenomics. Si vous voulez arriver à ce que... cet analyste très connu pour les gens qui s'intéressent au domaine, ce Commons Defined Currencies, bon, il dit currencies, mettons token. Pour arriver à ça, eh bien, si par exemple on vous dit un État prend une crypto-monnaie, ça ne veut rien dire, puisqu'il faut vous demander, mais quel est le type du token? Quelles sont les questions à se poser? À minima, si on vous annonce une offre, mais quel est le type du token? Le mécanisme d'émission? Par compétition, par mining? Regardez, on n'aimait pas comme ça les ICO. On n'aimait pas les ICO par compétition. Les ICO tokens. On peut faire aussi des blockchains avec du airdropping. On donne un portefeuille à tout le monde comme au Monopoly. On distribue la mise à tout le monde au départ. Comme quand on joue, ça se pratique. En Islande, ils ont fait ça. Donc les mécanismes d'émission, la propriété de l'acte comptable, de posséder ces données, la technologie d'implémentation du protocole peer-to-peer, sécurité et fiabilité du protocole, le modèle économique de la maintenance technologique, comment je paye l'infrastructure, sur quel modèle, les formes associatives associées, puisque ces tokens viennent avec des nouvelles formes associatives. Il ne s'agit pas de remplacer l'argent par un argent électronique. Il s'agit de transformer le monde entrepreneurial, le concept d'espace public, le concept d'espace privé, le concept de démocratie.
puisque vous allez arriver avec de la prise de décision business en collectif. Vous allez arriver avec de la distribution et pas de la redistribution après impôt. C'est ça ce que je mettais dans le flyers. C'est que le token vous permet de faire de la distribution et donc de partager les risques. Dans un token, partager les risques ou faire de la sécurité sociale, c'est la même chose. Puisque tout le monde est à la fois comptabilisé comme investisseur, client et fournisseur de services. Donc ça change. Donc la forme associative est très importante, de comprendre le modèle de gouvernance avec ces organisations, comment on va connecter les tokens ensemble. Donc ça, c'est ce que pointent les spécialistes, c'est ce qu'on appelle la chambre de compensation distribuée. Parce que chaque fois que je vais échanger avec un token, je vais avoir immanquablement, si j'ai moi aussi un portefeuille de tokens, bien à chaque échange, il ne va pas avoir qu'un portefeuille mis à jour, plusieurs. On ne va pas peut-être le faire automatiquement, c'est comme les banques. On regarde qui doit à B, et puis on fait les différences, et donc sur une base périodique, on met à jour les comptes. C'est la chambre de compensation. Alors, ce que pointent, d'un point de vue imaginaire, les spécialistes, c'est qu'on va aller vers une chambre de compensation distribuée. C'est ce que voit Lagarde aussi, ça. Bon, elle le voit qu'elle sera à l'intérieur du FMI. Ça, on verra. Mais je veux dire, c'est qu'on voit que les services et la tokenisation, le Graal, je dirais, de ça, c'est de pointer vers une chambre de compensation distribuée. Donc, c'est pour rendre l'économie transparente. C'est pas pour tous les jours être derrière son smartphone et voir où en sont mes tokens. Donc, et devenir un vrai trader du quotidien. Pas du tout. C'est accéder aux services en toute transparence par une puissance de calcul dans la chambre de compensation distribuée. C'est un peu comme être dans... Et pour pouvoir fournir sur une base libre la nécessité. C'est ça au cœur de la tokenisation. C'est comment puis-je faire une économie de la liberté au sein de la nécessité. Donc ça c'est fondamental pour... Donc ça repose la relation politique de redistribution par l'impôt. Il ne s'agit pas, comme les libertariens, de dire à bas l'État, bas l'impôt, mais on a d'autres moyens d'être solidaires, d'autres moyens d'organiser de la distribution et pas de la redistribution. Hein, c'est ce que font les actionnaires. Quand les actionnaires disent combien de parts vous allez avoir entre vous, ben, c'est de la distribution. On n'a pas encore rien gagné, mais on sait quand même quelle part du gâteau aura chacun, s'il y a quelque chose à gagner. Hein, donc ça, c'est assez important. Alors la relation à la nation comme instance politique territoriale, bien sûr, parce que ce qui permet tout ça, c'est immanquablement que ce n'est plus la distance qui nous connecte, la distance géographique. Le temps. Ça, c'est vraiment très important. Hein, c'est la valeur temps qui est vraiment le facteur de connexion. Alors bien sûr, tout ça, c'est un bouleversement immense. C'est ça, The New Brave World dont parle Lagarde. Ben, forcément, derrière tout ça, il faut des moyens. Et il y a bien sûr le problème légal, les structures légales pour supporter ça. Alors que va faire le Mundaneum par rapport à ça? Eh bien, le projet du Mundaneum, c'est justement on pourrait attendre qu'on nous vende de nouveaux portefeuilles et attendre qu'on nous le vende en marchand. Ça existe déjà. Digital Town, une société américaine, s'il y a 1000 candidats dans une ville pour fonctionner avec des tokens dans votre portefeuille, ils livrent le portefeuille. Du software à la Uber, déjà quelques services associatifs dans la boîte. Donc c'est pas à venir, ça existe, c'est déjà des offres marchandes. Vous pouvez avoir un portefeuille en token. Sauf que les tokens sont encore aujourd'hui très forts des tokens cash. Et que les outils associatifs autour des tokens sont encore faibles. Mais vous en mettez quelques-uns avec. De l'Uber, par exemple. Un service à la Uber, vous pouvez l'avoir dans une ville, avec les portefeuilles qui vont avec, tokenisés. C'est Digital Town qui fait ça. J'avais eu contact avec le CIO, et je lui ai dit, mais il y a un gros problème derrière ça, c'est que ça fonctionne comme une plateforme, il y aura une fee, la ville aura une licence, mais si lui, en tant que marchand, il ferme le service, toute votre valeur investie pour créer de l'association, vous la perdez. Donc, vous n'avez plus un État qui émet de la monnaie avec le faible lien démocratique que vous avez avec la politique monétaire. Vous avez un lien pour la création de votre portefeuille avec un marchand. C'est pire que la démocratie, puisque le droit marchand est quand même un peu plus faible que le droit démocratique. Donc, il faut faire attention dans quoi on met le pied. Bon, évidemment, ce qui est important ici au Mundaneum, donc, c'est de ne pas attendre qu'on nous vende un portefeuille, puisque l'idée de la tokenomics, c'est de le fabriquer. Il faut s'investir et comprendre. Et donc, il y a un besoin citoyen d'investir ce possible et pas d'attendre en client, sans quoi rien ne changera. Ça pourrait même être pire. Big Brother qui vient. Comme les monnaies en Suède, on vous propose par exemple, ce n'est pas une tokenisation, mais on vous propose qu'il n'y ait plus d'argent papier. Comme ça, tout l'État reste le traceur de toute comptabilité. En Chine,
On va faire une note sociale de réputation. Si vous avez une mauvaise note, vous n'avez plus accès au train, etc. Vous avez vu ça dans les journaux, c'est catastrophique. Donc d'un côté, il y a, pas seulement dans les pays non démocratiques, même les pays démocratiques comme la Suède, il y a un risque que les technologies soient des tentations de prise de contrôle, même par les États démocratiques. De toute façon, les États démocratiques, on ne sait jamais avec l'élection qui vient à la tête. Hein. Donc ce sont des outils, des concentrations de pouvoir dans les mains, même dans des banques démocratiques, c'est très dangereux. On ne sait jamais qui va arriver à la tête. Donc, la tokenomics essaie de sortir de là. Donc, on a fait ce petit événement-là. Notre concept événementiel dont Delphine introduisait et la participation du Manéum, c'est inviter les gens à construire ces nouveaux possibles. C'est inviter les gens à construire ces nouveaux possibles. Donc, j'ai cette séance d'introduction pour vous faire sentir l'enjeu en apportant une approche par le savoir, une approche en vous montrant les phénomènes sociétaux. Et donc, je ferai... C'est très dense, j'en ai conscience, c'est pour ça qu'on a programmé 3 autres séances où je vais me répéter, ce ne sera pas du luxe. 3 autres séances, mais on va, dans chaque séance, faire un rappel informatif et amener un peu plus en profondeur, mais tiens, quels sont les actes de gouvernance à faire si j'ai des tokens? Hein, quels sont les actes de gouvernance qui vont être déposés dans le collectif? Quels sont les besoins en droit? Donc on va faire des ateliers de droit, des ateliers pour voir les schémas de gouvernance nécessaires quand on a des tokens dans son portefeuille. Donc il n'y a pas besoin d'être un développeur de blockchain pour ça. Pas besoin d'être développeur pour penser tout ça. Absolument pas. N'importe quel créatif, citoyen, un peu de raison. Bon, bien sûr, les ateliers de droit, on peut faire le cahier de charge des besoins et les faire comprendre aux juristes. Si on fait un exercice de créer du droit pour l'économie tokenisée, et je le signale que je suis très content, l'Université de Namur est déjà candidate pour cela, et donc on va déjà créer un atelier de droit. Donc les premiers ateliers, ces séances du 19 avril, je me répéterai, et on focalisera sur les problèmes, la problématique de la gouvernance et la problématique du droit, et donc ce ne sont pas encore des ateliers, les ateliers ils seront en plus petit nombre, peut-être 4-5 personnes, des juristes, j'ai déjà quelqu'un ici dans la salle qui va participer, qui est juriste, Laurence. Donc, on fera des ateliers spécifiques suivant les expertises. Le but, ce matin, on avait la maison des maths, c'est de fédérer les expertises. C'est ça aussi la tokenomics. C'est fédérer, faciliter la liberté d'association. Donc, c'est fédérer les expertises. Personne n'a les expertises nécessaires pour soulever toutes les problématiques par la tokenomics. Un autre atelier sera la gamification, parce que la meilleure façon d'inventer les possibles, c'est de jouer. Donc jouer est très important. Donc, on a tous joué au Monopoly, mais ça c'est sur un schéma mental déjà existant. On achète Bruxelles, Anvers, on achète ses maisons, on passe dans la case prison. C'est un schéma mental existant. Ici non, on va vraiment jouer. On va jouer à inventer le monde. Non, on va jouer, c'est possible, de la tokenomics. Donc on va se mettre à faire des scénarios de jeu. Ce n'est pas gratuit, puisque demain c'est une autre tendance, il y a la tokenisation, il y a une grande tendance qui traverse nos sociétés, c'est la gamification des problèmes. Au lieu de les approcher par la rationalité, on les approche par le jeu. Et on transforme des problèmes qui auraient été des problèmes, je dirais, de savants avec des exercices de rationalité pointus, et des expertises scientifiques, on les transforme en une dimension ludique. Alors il y a assez de matériel ici, avec la tokenomics, l'association des libres de services, il y a 2 choses à jouer. Le portefeuille lui-même, comment je vais me représenter mes tokens dans mon portefeuille, comment je vais voir l'état dans le temps. C'est comme quelqu'un qui a un portefeuille en bourse, il a des diagrammes pour voir l'état. Comment je vais avoir interfacé mon portefeuille à mon intelligence. Et comment je vais interfacer? Je vais m'interfacer à l'association libre. Dans quelles associations je suis impliqué, où je suis connecté. Donc c'est un peu comme Facebook aujourd'hui, lui, il possède de manière centralisée un graphe des objets et des personnes, ça vaut des milliards. Ici, c'est déposer ce graphe des objets et personnes chez vous, pas centralisé chez Facebook. Très important ça. Sinon, vous êtes perdu. Hein? Qui a la puissance de comprendre l'association des personnes? Facebook, pas vous. La valeur économique de ça est immense. Donc il y a un biais aujourd'hui dans nos sociétés démesuré. Démesuré par rapport à la liberté citoyenne. Et le 3e atelier, lui, il est au plus proche de la technique, donc c'est la connaissance et la tokenomics.
il y a là un déménagement, bien sûr, du mental au niveau des possibles qui sont ouverts, qui sont déjà en cours pour les gens qui s'initient, qui vont faire des smart contracts dans les cafés comme à Bruxelles. J'étais mardi dans un café à Bruxelles, ils sont enthousiasmés par le regard un peu nouveau et fondamental, au-delà même de faire des smart contracts. Qu'est-ce que sociétalement ça implique? Donc on va y tendre, ce que je fais ici va tourner, on va y tendre l'information le plus possible pour informer les citoyens. Donc, ce qu'on va faire aussi, donc j'ai peut-être été un peu vite, dans Code et Tokenomics, il y a 2 points. Il y a quel est le code à développer? Quel est le code à développer pour faciliter l'association? C'est comme, je fais un site en web ou un CMS, ben vous prenez WordPress, vous avez des templates sur l'étagère, etc. Vous dites, je fais un shop online, vous prenez un module de paiement et vous commencez en un temps assez record aujourd'hui, si vous débrouillez un petit peu, ben, d'avoir un tout petit site en ligne avec achat, tout ça sans être un développeur. Donc ça vous facilite de faire commerce en ligne. Bien sûr, un WordPress ne sera pas utilisé dans une plus grande entreprise, mais c'est la même chose. Si vous avez, on a fait ça en mode ouvert. WordPress a été fait en mode ouvert et occupe 25% des sites web aujourd'hui, en 10 ans. Occupe 25% du marché. C'est pour dire le potentiel, si les gens se mettent, le potentiel de faire du software qui facilite l'association libre de manière modulaire à la CMS. Mais les fonctions à remplir, ce n'est pas du content management. Les fonctions à remplir, mais c'est la gouvernance, la tokenisation de la gouvernance, enregistrer les contributions des gens, redistribuer les bénéfices. Voilà les fonctions essentielles à remplir pour tous les métiers. Après, il y aura des fonctions spécifiques à des métiers, bien sûr, à la nature des services rendus. Mais ça, ce sont des fonctions transversales pour toutes. OK ? Donc, on va regarder ensemble, au niveau code et tokenomics, comment faire l'architecture. Il y a des softwares architectes ici, Christian, Hamid. Donc, il y a toute une équipe déjà pour préparer les ateliers. Si les gens viennent nous rejoindre, ils ne vont pas tomber dans des ateliers où « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Non, ils seront bien sûr introduits et guidés. Et l'autre, il y a un aspect algébrique aussi. L'aspect algébrique est plutôt comment on va représenter l'association dynamique des services, donc le typage des sociétés. C'est un tout autre problème. Maintenant, vous avez la non-profit, la fondation, etc. Ça va dans une société ouverte. Catalogué par un dictionnaire, ça ne sera plus possible, car c'est un ordinateur qui vous crée les types d'associations. Donc vous avez des types primitifs, et on génère une infinité de types potentiels. Ça, c'est le code. Pour le code, ce n'est pas de problème. À la main, ça ne fait pas sens. C'est pour ça que le droit, il vous fait les catégories économiques, etc. Et il va réguler. Vous avez une société, elle a des activités. Vous avez un employé, revenu de l'employé, rangé dans cette case-là, dans cette case-là, dans cette case-là. Ça, c'est une dynamique comptable liée à l'écriture. La dynamique comptable par le code, c'est très différent. Ça ne passe pas par une catégorisation. Ça passe par un typage dynamique des associations et des tokens, bien sûr. Donc, on peut penser aussi que les tokens, c'est une forme de formulaire dynamique comptable, avant valuation. C'est une forme de formulaire dynamique comptable. Nouvelle forme de comptabilité. Et ça aussi, on va ouvrir un atelier là-dessus aussi. Alors, on fera un Internet. Pour la connaissance qu'on peut accumuler en groupe, vous voyez que j'ai tout mis en Creative Commons. Toutes ces idées ne sont pas venues comme ça. C'est des années de travail avec un associé, Thierry Bosser, au départ d'une entreprise. Et on a tout mis en Creative Commons. Donc c'est grâce au Mundaneum dans l'espace culturel, très important. Puisque il y a une forme de civilisation, de culture à réinventer. Donc ce statut symbolique de l'espace culturel où vous êtes aujourd'hui est super important, puisque c'est l'endroit où on peut se réunir dans la pluralité, sous un Creative Commons, et penser à créer de nouvelles richesses. Ce nouveau New Brave World dont Madame Lagarde parlait, du FMI. On va mettre bien sûr un Internet, on va utiliser un Internet peer-to-peer, on ne va pas tout, dans les composants nécessaires, on ira en chercher sur le marché. Mais j'ai pris Blockstack, vous avez vu Holochain, j'ai aussi un informaticien et plusieurs informaticiens au travail qui a déjà travaillé sur Blockstack. On va mettre ici au courant du mois un wiki qu'on va amener à tokeniser. On ne va pas faire du wiki à la Wikipédia en disant gratuit, demander des dons. Non, on va tokeniser le wiki. Le gratuit, je n'y crois pas. Non, il faut demander des dons. Donc ce n'est pas du gratuit. C'est un artifice, ça. Un artifice économique. Une vraie économie, ça se comptabilise. Le gratuit, c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit.
C'est quand on cache une source que c'est gratuit, hein. Sinon ça ne l'est jamais. Donc, ce n'est pas, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une connaissance et de faire valeur de la connaissance. Comment? De manière bénéficiaire pour tous. Il ne faut pas penser que le modèle wiki, bon, ben, c'est un petit peu, aussi un peu obsolète. Le modèle économique de wiki, le fait qu'on travaille collaborativement sur un wiki, c'est très bien. Mais le modèle économique associé au wiki est amené à Et donc voilà, nous en mettrons des outils et nous ouvrirons les ateliers. Alors bien sûr, je vous ai dit, il y a une équipe derrière tout ça déjà, sinon je vous inviterai dans un lieu où on n'aurait rien préparé pour vous accueillir, ce serait un petit peu un manque d'hospitalité, hein. Donc, j'avais signalé Thierry Bosser, il y a ici, Eduardo, que je connais très bien, qui est un collaborateur des premiers jours, que j'ai rencontré à Londres. Le monde est très petit et en allant à Ethereum, justement, sur toutes les crypto-monnaies, et je rencontre Eduardo, qui est un ingénieur qui s'occupe de la transition, et il est convaincu que si on ne change pas le système financier, j'aurais beau travailler à l'écologie, etc., ce sont des efforts où je crois à contre-courant, puisque le système financier vient complètement saper les efforts. Donc le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Donc il a été séduit par mon approche. À l'époque, je n'étais pas encore dans l'open tokenomics, j'étais encore avec Thierry dans d'autres concepts. Mais donc, bon, il y a moi-même, il y a Anton qui est notre graphiste, qui a fait le logo, il y a Christian qui est aussi un software architecte, il y a Laurence qui est une personne de droit. Ça c'est donc Eduardo, il vient du Mexique. Ça c'est quelqu'un très motivé pour ce qu'on fait et qui a une société software en Inde. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Anne qui est aussi artiste et participé au projet, au concept événementiel. Le concept événementiel est très important. On va faire une timeline. Qu'est-ce qui nous unit? L'important, ce n'est pas de connecter les gens. Mons, ici, on dit qu'est-ce que peut faire Mons pour Mons? Mais rien. Il faut connecter Mons dans le monde. Sinon, la richesse que vous avez locale est largement insuffisante. C'est comme ça que je rencontre des gens à Paris, à Meet, à Eduardo au Mexique, Kamal en Inde, etc. J'ai besoin de toutes ces expertises. Je ne vais pas les trouver même à Bruxelles suffisantes. Donc il est très important pour faire quelque chose à Mons, il faut se connecter. Il faut mettre Mons dans le monde, mais pas Mons pour Mons. Ça c'est un échec, c'est partir droit dans l'échec, hein. C'est impossible ça. La connaissance aujourd'hui, elle est mondiale, et les expertises que vous avez besoin pour faire le projet ici, si je faisais un événement ici, je demande on va faire les ateliers avec les ressources de monde, je n'aurais jamais, les ateliers ne démarreront jamais. Hein. C'est pas parce qu'on est idiot à Mons, mais c'est un trop petit spectre d'expertise par la quantité de population, ce à quoi s'est frottée la population, la spécificité culturelle, tout ça font des biais que vous n'allez pas trouver la richesse nécessaire pour construire de la tokenomics. C'est impossible. Mais Mons, forcément. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle initie. Donc, elle est déjà pionnière. C'est un peu que ce matin, il y avait la maison des maths à Mons, que quelqu'un a reçu le prix Wallon. Il y a 3 maisons de maths dans le monde, donc il a mis Mons dans un réseau mondial, dans le réseau de maisons des maths. C'est encore plus important que faire aussi la maison des maths à Mons. C'est vous connecter. Alors, on est contre la globalisation, mais il y a un besoin, bien sûr, de retour au local, de proximité de gens qui se connaissent, donc d'une économie, je dirais, de l'identité, mais on ne peut pas avoir un volume, on ne peut pas avoir, je dirais, une économie saine et effervescente sans avoir des relations dans l'anonymat sur des échelles beaucoup plus grandes mondiales. Ce qui ne passe pas spécialement par les mécanismes de standardisation, de globalisation. C'est ça qu'offre aussi la tokenisation. Quitter l'idée de système et de standards pour se globaliser. On peut connecter la diversité. Ça ne réclame pas une standardisation. Ça ne réclame pas une monnaie unique. Regardez au niveau de la monnaie. Est-ce que se connecter réclame une monnaie mondiale? Absolument pas. Ça ne réclame pas une monnaie mondiale. Donc c'est très important de voir que c'est réalité. Donc, je vais m'arrêter ici. On a commencé un peu en retard. On m'avait dit de ne pas dépasser 1h15. Je crois que j'ai tenu le timing. Donc, vos questions sont bienvenues. Je sais que c'est dense, qu'il y a certainement beaucoup de questions, mais je vous ai dit, on va se répéter. On va répéter l'événement aussi. Il y a des gens qui sont ici de Bruxelles, un peu de partout. Je vais le répéter à Bruxelles, vraisemblablement à Lille aussi. Dans le réseautage pour les factories, sur le temps qu'on annonce l'événement, j'ai déjà un réseautage, un crypto-café qui va se joindre à l'initiative, l'Université de Namur. Il y a bien d'autres choses dont je ne peux pas faire la liste ici, mais qui tout de suite ont dit oui, on va participer aux ateliers. Et chaque fois que des expertises diverses,
Dans un crypto-café, vous n'allez pas spécialement trouver des légistes. L'Université de Namur, elle va venir avec un centre de recherche de légistes, etc. Donc l'invitation est très importante. Faire les ateliers, nous allons mettre progressivement en place. La timeline, comme j'avais dit, comme on est connecté par le temps, je vais réinsister là-dessus. Qu'est-ce qui va nous lier dans un réseau sans frontières? C'est le temps. Et donc comment tous les projets sont agrégés? Si on fait du management de projet en dehors de l'entreprise, le premier facteur agrégateur, ça va être la timeline. Et là, il faut donner de la visibilité aux gens, des différentes contributions attachées à la timeline. Donc la première clé d'entrée, si on fait des événements pour célébrer des choses qu'on a réalisées, si on fait des ateliers plus petits avec des groupes restreints sur des sujets plus pointus. Mais après, il faut remonter tout ça. Il faut une visibilité. C'est la timeline qui va montrer cette visibilité. Là, il y aura, pour les gens qui participent aux ateliers, il y a par exemple des besoins en graphisme. Comment visualiser la timeline? Voilà un problème, par exemple. Très utile. Car si vous travaillez en mode ouvert, vous devez avoir une visibilité de la connectivité sans frontières. Comment je peux donner cette visibilité? Alors pour l'instant, j'ai juste dessiné dans ma slide une ligne. Mais bon, et j'ai que 3 dates. Mais si j'ai 10 groupes au travail et un réseau de 4000 personnes, une ligne, ça ne sera pas très pratique. Je ne saurais pas montrer ce qui est au travail sur la ligne. Donc voilà tous les petits problèmes qui semblent petits, mais qui sont hautement stratégiques pour nous connecter. C'est juste pour donner un échantillon, que puis-je faire là-dedans? C'est tout. Du graphisme, au code, au droit, à s'occuper de visibilité, comment j'organise la visibilité, comment je réseaute, comment je peux informer le voisin, construire des documents pédagogiques, comment je vais animer les communautés, comment je vais participer au wiki. C'est infini en diversité d'apports. On va structurer ça, bien sûr, dans des ateliers, en mode ouvert. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. Le micro, c'est gentil, merci. Je laisse afficher les rendez-vous qui suivront, pour ne pas oublier. Et je ne vais pas vous afficher le verre, ça va vous donner soif. Merci pour votre exposé à la fois très dense et très clair. Je vous laisse un petit... Parce que vous avez souvent insisté sur le fait que ce n'était pas... que les différents stades, finalement, les différents modes d'organisation, économique notamment, et du coin, et souvent vous répétiez c'est structurel, ce n'est pas un jugement, donc c'est quelque chose où j'ai l'impression que il y a quand même une idéologie derrière tout ça. Il y a aussi une philosophie. Vous êtes aussi, je pense, philosophe, c'est vrai. Il y a évidemment une philosophie derrière tout ça, et je pense que ce serait intéressant que vous développiez un petit peu votre propre philosophie, qui vous ont fait aussi espérer, ou qui vous font espérer que ces outils peuvent nous connecter d'une autre manière, et connecter les connaissances d'une autre manière. Avant même... Bon, je suis philosophe, c'est vrai, mathématicien, et j'ai aussi une expérience spirituelle. Donc l'idée fondamentalement, c'est que nous quittons la modernité, et vous n'entendez que le mot système, système vivant. Dans une modernité, on pense que pour aller à l'action, on doit avoir une image de ce qu'on doit faire. Tandis qu'aujourd'hui, nous quittons ça. Les jeunes, ils font des hackathons, on a juste une petite ligne directrice, et ils plongent. Ils fabriquent par immersion. Donc le fait de fabriquer, d'inviter à fabriquer, la philosophie derrière ça, c'est ce que Delphine pointait. C'est que connaître, c'est fabriquer du corps. Donc ce n'est pas la peine de discuter des jours au bord de la piscine. Si tu veux nager, il faut plonger. donc ça, c'est fondamental. Donc inviter les gens à fabriquer, c'est moins en fabriquant la monnaie, comme je vous ai dit, les gens... C'est l'outil qui positionne les gens, c'est l'outil qui dessine notre corps. Donc, vous devez avaler du monde pour faire du corps. Hein. C'est comme un peu ici, si vous regardez du côté phénoménal, mais c'est bien, ça ne dépend pas des phénomènes. Dans les veines, on a de l'eau de mer. Hein, on vient de la mer, donc notre système sanguin, on avale un morceau de mer, on l'emporte avec nous.
pour vous montrer combien connaître, c'est fabriquer. C'est la même chose. Regardez, vous avez, je vais encore vous montrer une autre chose. Vous pensez la mémoire comme un acte d'écriture et lecture. Ben, c'est parce que c'est un animal qui écrit et lit. On se mire toujours à travers l'outil. On pense notre condition à travers l'outil. Alors là, il faut faire attention, il y a des pièges. Par exemple, on fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, donc du calcul, qui va être très important pour notre portefeuille. Mais si on vient à s'imaginer comme une ressource dans un processus, et donc une mécanique, en se mirant sur l'intelligence artificielle, c'est un faux mot, en fait, de l'intelligence artificielle. C'est juste une mécanique de calcul qu'on appelle intelligence. Notre intelligence, elle n'est pas de cet ordre-là, bien sûr, pas de la mécanique de calcul. Et donc, c'est là la philosophie, c'est d'introduire par la fabrique l'intelligible sensible, donc l'exercice de la raison au cœur du sensible. C'est le corps sensible, c'est le corps au travail qui prouve l'activité, comme le nageur. Donc c'est tout simplement ça. Alors bien sûr, est-ce que ça va s'ouvrir sur quoi? Ben, là, il y a, je dirais, de l'espérance. Je crois que la vie circule dans les autres et que la vie est une réalité qui circule, qui n'est pas quelque chose qu'on possède. Donc inviter les gens à fabriquer, c'est inviter les gens à construire du corps, mais surtout à laisser circuler la vie. Et ce n'est pas un libertarisme anti-étatique, c'est fondamentalement espérer que si l'homme doit se frotter à l'homme pour devenir humain, faciliter l'association, c'est faciliter la croissance de l'humanité. Ça, c'est systémique, je ne dirais pas, puisqu'elle est ouverte dans la mesure où le sens du monde reste pas une image, mais quelque chose d'ouvert. Donc c'est ça la différence à un système. Vous voyez, un langage. Vous n'allez pas apprendre à un enfant, vous n'allez pas lui donner un dictionnaire. Tout à l'heure, je parlais du dictionnaire, c'est un bel exemple. Vous n'allez pas, l'enfant, il va apprendre la langue avec vous par immersion. Plus tard, à 6-7 ans, il ouvrira peut-être son premier dictionnaire. Ça fait système. Le dictionnaire fait système. Tandis que si vous avez, ce qu'on recherche d'ailleurs au niveau de la tokenomics, c'est un langage organique. Organique, c'est comme ici, nous sommes du vivant, on a un code génétique, mais ça fait une infinité de combinaisons du vivant immense dont on ne voit pas, dont on ne sait même pas rendre compte de la typologie. On n'a que 20 briques, 20 acides aminés. Et donc, c'est la même chose. Comment arriver à de la tokenomics? Il faut arriver à avoir un langage qui fait de l'économie une réalité organique, une réalité vivante. Il y a une dimension transversale, disons, holistique pas. Le contrat économique n'est pas tout. D'ailleurs, ce que vous engagez dans l'économie, on ne vous a pas dit de tokeniser vos ébats amoureux. Hein. Donc, je veux dire, la tokenomie, c'est là où nous faisons société ensemble. Et vous êtes libre d'engager ce que vous voulez dans ce monde commun. Donc, on fait une société, donc c'est une dimension du monde commun. En ce sens, ce n'est pas holistique. On ne va pas tout tokeniser. Hein, on ne va pas tout tokeniser. Oui, mais nous ne faisons que partiellement humanité. Nous sommes dans le monde et hors du monde. Hein. Donc ça, c'est très important aussi. Nous connectons par liberté. Nous restons souverains aussi dans cette connectivité. Donc la connectivité est libre. Hein, est libre. Et cette liberté ne séjourne pas que dans la connectivité. C'est très important. C'est les questions plus philosophiques, ça, oui. Il y a une question ici, j'ai le micro pour... Moi, j'en avais peut-être une petite question, John. Oui. Je me souviens, il y a quelques années de ça, dans une discussion qu'on avait eue avec un représentant de Microsoft, ici au Mundaneum, et tu avais dit quelque chose qui m'avait marqué parce qu'on discutait de la manière dont, dans le futur, avec le numérique, on allait finalement basculer vers un système de savoir opératoire. Donc, on n'est plus finalement aujourd'hui dans la plus-value de l'acquisition de connaissances. On va plus essayer de développer, peut-être chez l'enfant ou chez les personnes, cette capacité de mobiliser des ressources ou le savoir se déplace en fait, finalement. Plus dans la mémorisation, mais peut-être sur la manière d'actionner des ressources, d'actionner de l'accès à du savoir. Et donc moi je me demande dans quelle mesure, c'est ce que je dis, et si mon souvenir est juste parce que ça remonte à quelques années effectivement, je me demande dans quelle mesure l'exercice justement par rapport au tokenomics peut venir finalement en appui, en soutien à cette nouvelle manière de
de faire savoir ou de produire du savoir ou de Oui, produire un rapport au savoir qui est complètement différent puisque le numérique redistribue complètement les cartes. mais bien sûr. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a le deuxième volet dans les ateliers pour introduire les gens, c'est la gamification. Donc, de manière plus philosophique, quand on vit dans un monde de territoire, on pense les objets comme des réalités. Si vous êtes un programmeur, c'est très différent. Le modèle que je vous propose avec l'association des services, elle existe déjà dans le code, pour les codes services sur GitHub. Ils ne sont pas tokenisés, bien sûr. Mais quand un programmeur, il ne travaille pas par image, ça c'est très important. Donc, il n'a pas l'image, vous prenez Word, il n'a pas l'image de l'ensemble de l'application. Il n'a que des cas d'utilisation qu'il va programmer. Donc, il ne va pas travailler avec un imaginaire mental du système. Donc, il va devoir se plonger et simplement... Notre cerveau, c'est pareil. Si vous mettez un vibreur ici sur les tendons, vous allez tomber. Même avec 40 milliards de neurones et 100 milliards de grains, je fais un vibreur sur vos tendons, vous tombez. Vous voyez, cette immense machine ne sait même pas intégrer un changement de contexte comme la vibration sur les talons d'Achille. Vous allez directement tomber. Donc cette capacité d'apprendre par immersion, c'est beaucoup plus puissant que tenter un système. C'est ça d'ailleurs, tout à l'heure on parlait politiquement, l'idée, j'étais à Open Belgium pour vous donner l'exemple, pour le savoir, les gens qui sont éduqués, comme je l'étais au départ, ils pensent que pour agir, il doit avoir une représentation. Une fois, il y avait quelqu'un ici qui parlait des langues, comment les langues étaient utilisées sur Internet. Avec les réseaux sociaux, on voit que l'anglais ne dominait pas, puisque les gens font toutes sortes de messages et tout. Donc, on voit les langues augmenter. Et il dit, pour faire quelque chose, je devrais avoir des données. Je devrais avoir des données, parce qu'on pense qu'il faut faire système de ces données pour passer à l'action. Tandis que dans l'immersion, ce n'est pas un champ ontologique de données qui va vous faire, mais c'est simplement le fait d'être dans l'action et la réponse sensible à l'action qui construit. Ça, c'est très important. Et c'est une intelligence, c'est ça. L'homme d'affaires, c'est ça un peu ça son intelligence. Il entreprend et il place. Il ne va pas dire, il ne va pas faire un plan précis pour tout, il ne saurait pas. Mais il va placer son intelligence au sein de l'action. Donc, il atteint une sagesse de l'intelligence dans l'acte. Les enfants, vous voyez, les enfants, vous leur donnez un jeu, en général, quand on a été éduqué, il faut lire le mode d'emploi, on ne sait plus jouer. Il faut lire le mode d'emploi, on en a pour 1 heure à le comprendre, et après on est vraiment un gros manche quand on commence la première partie. L'enfant, non. Il prend le smartphone, il commence à jouer. Et puis toi, quand vous arrivez, vous avez tenté de comprendre le jeu, il en a déjà joué 3, vous faites piler radicalement. Vous n'avez encore rien compris. Tandis que l'enfant a déjà exploré tous les possibles du jeu. Bien plus vite que votre lecture du mode d'emploi. Il est déjà au 2e ranking dans le jeu quand vous n'avez pas fini de lire le mode d'emploi. Ça, c'est toute la différence. C'est ça le. Alors, on n'a pas abordé ces modes de pensée dans ce corps en action, qui est décrit dans Petite Poussette de Michel Serres. C'est une toute nouvelle forme d'intelligence, hein. Qui est naturelle, mais les moyens informatiques nous donnent les moyens de la conceptualiser et de l'explorer. Ça, c'est nouveau. C'est naturel. Sauf qu'on travaille aujourd'hui contre nature. L'ingénieur, aujourd'hui, on appelle au STEM tout ça, mais l'ingénieur d'aujourd'hui est formé contre nature, hein. Il va devoir largement évoluer avec des formes de gamification où l'intelligence collective sera plus puissante, bien plus puissante qu'un travail d'ingénieur. D'ailleurs, un petit sujet à ce sujet-là. Regardez, une fois, j'étais à Crowdsourcing Week et on me fait témoignage de ceci. Il y avait une molécule, une protéine. Les protéines sont les acides aminés, et suivant l'ordre dans lequel on les assemble, et bon, ça peut avoir 10 000 acides aminés, une protéine, suivant l'ordre dans lequel on va les synthétiser, la protéine, elle va prendre une certaine géométrie. Une géométrie donnée qu'on avait découvert avait un facteur thérapeutique, mais on n'arrivait pas à calculer la séquence à laquelle la construire pour qu'elle adopte cette configuration. Le problème résiste aux ordinateurs et à l'intelligence du géomètre, du chimiste, pendant 30 ans. On gamifie le problème. Donc on en fait un jeu, un Tetris si vous voulez, et que le gars qui gagne la partie, ça donne la solution. Ça, le savant sait le faire, entre guillemets, il s'est donné la correspondance entre le problème de résoudre la partie et le problème de géométrie, sauf vous sortez du champ sémantique. On n'est plus en train de parler de géométrie, de protéines, c'est un jeu. Vous quittez l'ontologie, très important ça. La nouvelle connaissance qui viendra, c'est une connaissance sans ontologie. On va perdre l'idée de la matière. On va avoir des formes indépendantes, des formes d'instanciation indépendantes de l'ontologie.
Et ça, c'est le propre du code. Donc, on gamifie, et devinez en combien de temps c'est résolu. Une semaine à la note 16 ans aboutit dans la partie, résout le problème. Une semaine. Mais le truc sur le web. Un autre exemple, plus américain. Un gars, il avait une banque, il achète des terrains pour chercher de l'or. 2 ans qu'il engage des équipes d'experts. Il se dit, je me suis fait flouer, je suis sûr qu'il y a de l'or sur ce terrain, les géologues font des mesures, etc. 2 ans de données accumulées, et le gars a toujours les poches vides. On n'a pas trouvé l'or, Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il a l'idée, oh ben ce n'est rien. On va mettre toutes les données sur Internet, et on va dire, j'ai de l'or, mais je ne sais pas où elle est. $1 million de récompense à celui qui le trouve. Eh bien, ça n'a pas pris un mois, on a trouvé. Et qui a trouvé? Pas un expert en géologie, etc. Un graphiste qui a su visualiser les données, qui a pioché dans ces données, qui n'avait rien à voir avec le domaine d'expertise, et grâce à la visualisation des données, ça a été très simple de voir où c'était. Et voilà, encore une autre expérience pour vous montrer la capacité de l'intelligence collective, soit par gamification, soit même par sortir du champ d'expertise, ça vous donne des potentiels insoupçonnés. C'est ce qu'on va explorer avec la gouvernance qu'il y aura dans la tokenomics. Ça parle de gouvernance comme on a dans les assemblées générales maintenant. Ça n'aura rien à voir. Hein, avec le temps, dans 10 ans, si on fait de la tokenomics, les procédures décisionnelles ne seront pas des procédures décisionnelles uniquement assistées par la vision d'une rationalité. Elles vont composer avec le jeu. On pourra d'ailleurs jouer, grâce aussi au digital, on peut imaginer dans The New Brave World qu'au lieu de faire du marketing, on puisse avoir des jeux collectifs où on peut créer ces organisations ouvertes dans le jeu et de voir collectivement comment on réagit. Et si ça va bien, ben on les transporte dans la vie. Donc le jeu peut devenir véritablement, la gamification peut devenir véritablement le lieu où on joue notre imaginaire collectif d'économie. Au lieu d'avoir un Monopoly dans chaque famille, où on joue seul des catégories que tout le monde partage, vous pouvez faire des jeux en ligne où collectivement, nous jouons notre imaginaire collectif de l'économie. C'est un labo, oui. Hein, au lieu de faire du marketing et dire personne n'a prévu l'Internet. Vous savez, quand on a commencé l'Internet, vous aurez fait n'importe quelle enquête de marketing, aucune vous donnerait que ça aurait eu du succès. Hein, aucune. Hein. Quand on a commencé les PC, qu'est-ce que les gens ont besoin d'un PC chez eux? Voilà ce qu'on entendait. Quand on a commencé l'électronique digitale, les ingénieurs disaient oh, ça ne triomphera jamais, on restera à l'analogique, que voulez-vous qu'on fasse avec ça? Hein? Et maintenant, les gens ont 2-3 ordinateurs chez eux, un laptop, une tour, un smartphone. On se disait, mais qu'est-ce que les gens vont faire avec un ordinateur? Donc, oui. Question? Oui. Donc, tout ce que vous exposez est très, très intéressant, mais fait penser à une révolution d'un système économique. Dans l'histoire, les changements de système économique ne sont pas forcément passés sans violence. Comment pensez que ce changement proposé puisse se passer sans violence extrême pour l'humanité, simplement? C'est une question très intéressante, puisque la première en Belgique promène son micro dans les rues, il va faire des petits sondages comme ça, ce que pense le citoyen. Et je me souviens, j'étais dans ma voiture, j'entends ce témoignage à gré d'oiseau. On interroge les gens dans la rue, et 80% disent on sent que le système, entre guillemets, est fini. On tient bien sûr à nos valeurs démocratiques, etc. On va vers autre chose, et on espère que ça sera sans trop de violence. Oui, c'est sûr qu'on est dans une période où il y a des dangers, soit de virer vers Big Brother, on perd contre les monopoles, les lobbyistes, les grandes sociétés, car elles veillent sur tout ça, elles veulent récupérer, bien sûr. Consensus, c'est 10 banques. C'est pour garder le monopole de filles sur vos portefeuilles, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Ceci dit, il ne faut pas croire que dans le capital, je suis en contact avec des personnes, il y a une volonté aussi dans les gens qui détiennent un gros pouvoir de décision et des capitaux, de faire quelque chose, une humanité meilleure. Ils ont parfois des grilles d'analyse propres à leur culture, etc. Vous pouvez ne pas partager leur grille d'analyse, mais il n'y a pas de volonté d'extraire et d'exploiter autrui. Donc il y a un conflit, c'est sûr, de société. Il y a certainement une transformation qui ne va pas aller en douceur, ça c'est évident. Oui, ça c'est évident. Mais donc le meilleur moyen de transitionner, c'est de fabriquer.
il est encore temps je dirais, d'aller au conflit si on est empêché, si le citoyen est empêché dans sa liberté de construire de l'alternative. C'est là, à ce moment-là, sinon le recours à la violence est inutile. Confisquer l'outil du voisin, c'est inutile. Ça sont des révolutions qui ramènent toujours au même. Mais si on participe à des ateliers, etc., et que le citoyen est empêché dans sa liberté de construire des idées, c'est parfois pour des prétextes fallacieux, bien sûr. On va dire que c'est pour la sécurité du consommateur. Il y a beaucoup, bien sûr, on maquille beaucoup les arguments, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont maquillés. Prenons le problème de la sécurité aujourd'hui, on vit dans un climat assez difficile, c'est l'occasion de faire un tour de vis à droite aussi, d'amener plus de contrôle sur les citoyens, et pour leur bien, mais il n'y a pas plus grand, regardez, je donne l'exemple de la Suède qui veut faire que de la monnaie digitale. Oui, sur quel contrôle? Donc on va centraliser la trace comptable sous l'État, seulement sous l'État. Pour moi, c'est inacceptable, c'est antidémocratique à 100%, c'est inacceptable. Et donc, de toute façon, si vous faites ça, vous n'en faites pas. La résistance fera, vous allez créer un marché en noir de gens qui vont faire des autres monnaies. Ça, c'est immédiat. Si l'État fait ça, ne croyez pas que la résistance ne va pas s'organiser. Elle va automatiquement s'organiser, surtout avec les moyens qu'on a maintenant. Et on ne va pas envoyer un flic derrière chaque citoyen, voir s'il a un portefeuille. Ce n'est pas possible. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a ma proposition aussi, c'est pour ça que j'ai l'université, je suis dans un centre culturel, je contacte des gens qui sont dans le milieu économique, je contacte des gens qui sont dans le milieu académique et des gens qui sont dans le milieu politique. La tentative pour que ça se passe sans violence, c'est de comprendre, transitionner ensemble, éviter de stagner, puisque le problème dans nos démocraties, plus on stagne, comme on dit Pierre qui roule la masse pas mousse, plus on stagne, plus on s'expose à des dérives malheureuses. On voit l'extrême droite monter, on voit des idées libertariennes assez folles. Donc, comment prendre une voie médiane de transition? Donc, pour ça, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Sinon c'est le conflit, parce qu'il y a l'incompréhension. Donc, aussi les ateliers, dans le réseautage, c'est une volonté d'amener tous les acteurs autour de la table, sans crainte. D'où l'explication sur le champ de la connaissance. Moi, je n'ai pas d'option à prendre. Comment on va faire la gouvernance? Quelle est la relation avec l'État-nation? Quelle est la relation avec la collecte par impôt? Comment on va balancer? Si les citoyens commencent à faire des portefeuilles et assurent une assurance distributive entre eux, du prêt entre eux, comment on va compenser ça par rapport à l'impôt qu'on verse à l'État si le collectif prend en charge des fonctions qui d'habitude sont réservées aux services dits publics? Non, mais il faut rebalancer. Il faut discuter avec l'État. Quel est le rôle de l'État là-dedans? Donc, c'est un gros travail qui va se faire sur des décennies. Mais je suis déjà étonné. Vous voyez, Lagarde, elle dit 2040. Moi, je dis, quel optimiste, cette femme. On est en 2018, ça fait 22 ans pour faire. Moi, je m'aurais dit, allez, c'est un travail au moins de 30, voire 50 ans. Donc, quand Lagarde dit 2040, je dis, mais quel optimisme. C'est parfois, je disais à Pont, oui, mais c'est pas pour moi ce que je fais, on verra pas ça avant 15-20 ans. Mais si on voit ça dans 15-20 ans, c'est parce qu'on a commencé aujourd'hui. Sinon, on ne le verra jamais. C'est comme l'Internet, ça prend... On a commencé avec l'email, etc. Mais avant que tout le monde ait une adresse email, ça prend 10-20 ans. Donc, mais on commence puis de plus en plus, et puis de plus en plus. Et ça va de plus en plus vite, ça c'est vrai. Le temps qu'on a mis pour avoir, on sait très bien, le temps qu'on a mis pour avoir la TV, la radio, puis la TV, puis les ordinateurs, etc. Regardez le temps qu'on a, ça fait des milliers d'années qu'on a l'écriture, il y a encore beaucoup d'analphabètes dans le monde. Alors ils disent, il y en a qui disent, oh, il y a encore 10 milliards de gens qui ne sont pas connectés. Je dis oui, mais ça fait 3000 ans qu'on écrit, et il y a encore des milliards d'analphabètes. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc il faut toujours voir, quand on fait des comparaisons, parfois on projette sur le nouveau aussi tous ces fantasmes idéalisés. Il faut toujours prendre une situation de comparaison dans le passé et de voir ce qu'on gagne par rapport à la situation précédente, mais pas projeter tous ces fantasmes sur les nouveaux objets. Et dire voilà toutes les perfections qu'il devrait avoir. Il ne les aura jamais, bien sûr. C'est comme on critique Wikipédia, on se dit oui, mais il y a plus de femmes que d'hommes, tout le monde n'a pas accès, il y a une orientation anglo-saxonne. Oui, mais Britannica, tout le monde avait accès. Une encyclopédie papier qui coûtait, si vous l'achetez tous les volumes, 100 000 francs belges. Donc comparer ce qui est comparable, quoi. Donc c'est ça aussi, de la transition, c'est surtout aussi je dirais du compromis. Du compromis, c'est très important, du compromis. Il ne faut pas tomber dans la radicalité. Compréhension et compromis pour la transition. Exemple, un capital, vous faites de l'autoéconomique, c'est hybride. Quelqu'un veut donner un fonds en modèle capitaliste traditionnel, oui, vous pourrez faire un accord, comme on fait un accord d'actionnaire.
un memorandum of understanding, un document qui dit on va vers une économie à bénéfice partagé. Est-ce qu'on sera déjà capable de la sceller contractuellement? Peut-être pas, mais on peut, à minima, pour attirer du capital, signer un memorandum of understanding public, qui est transparent sur l'intentionnalité. Parce qu'on ne va pas demander aux gens. Je téléphonais justement à Digital Town. Ça, c'est bien les Américains. J'avais été sur un chat, puis je dis, écoutez, j'aimerais bien parler au CEO. Ah non, viens, j'ai rendez-vous, je suis sur Skype avec, et puis je discute tous ces problèmes, ce qu'il fait, bon, il y a un problème démocratique, le portefeuille, oui, c'est vrai, et puis je dis, oui, mais il y a de l'argent en jeu, bah, je comprends, vous êtes des investisseurs, vous n'allez pas dire, voilà, j'abandonne la gouvernance à tous mes investissements au public. Il faut transitionner, il faut apprendre. Donc, ça ne peut pas se faire en une fois. Donc, mais ceci dit, alors après je demande à la personne qui elle est, il me dit, je suis le c'était assez amusant, ben, je suis le fondateur. Ah oui, et quelle part vous avez dedans? Je suis majoritaire. Donc c'est un gars qui a apporté des dizaines de millions d'euros dans l'aventure, si pas des centaines de millions. Mais vous voyez, vous pouvez parler avec, dire le problème, il le comprend, et il est prêt à ouvrir un memorandum of understanding. Mais il faut lui trouver le chemin de réaliser ça. Il ne va pas vider ses poches comme ça et dire, voilà, je donne la gouvernance à tout le monde. Ce n'est pas réaliste. C'est pas qu'il soit égoïste. Il fait un investissement, il ne va pas se défaire de son droit de gestion de cet investissement comme ça. Mais c'est possible. Donc, je veux dire, par tous les contacts que je prends depuis des années, des gens dans différents milieux, des gens qui font des éco-villages ou des gens qui sont milliardaires dans la fintech, vous trouvez de la bonne volonté partout pour coopérer. Donc, violence. S'il y a un travail actif de réseautage et de connecter les gens, je pense qu'on peut le faire avec un minimum de violence. Il y a assez de bonne volonté à réunir. Voilà ma réponse. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Vraiment déjà remercier chaleureusement John, donc on peut encore l'applaudir une fois, je pense, pour cet exposé vraiment très très intéressant, très riche, très dense.